Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin. Avec moi, Dom Plante. Cette semaine, Dom, on philosophe. On philosophe cette semaine parce qu'on reçoit Rioa Chung, qui est une professeure de philosophie à l'Université de Montréal, directrice du centre de recherche en éthique. C'est une recommandation qu'on a eue de ses étudiants ou anciens étudiants qui nous a dit que c'était le cours le plus fascinant qu'il avait eu à l'université. Donc on s'est dit, il faut absolument lui parler. Puis Rioa aussi a fait des interventions à la radio, à la défunte émission Plus on est fou, plus on lit, c'est plus ça. Puis moteur de recherche, entre autres, est habitué de parler dans les médias. Donc, on se questionne, puis elle s'intéresse beaucoup à la philosophie, l'éthique internationale, finalement. Ouais. Donc, en écoutant l'épisode, vous allez comprendre de quoi il est question quand on parle de ça. C'est un épisode quand même un petit peu plus poussé, un petit peu plus chargé en concept. Donc, n'hésitez pas à faire pause, à aller lire sur les différents auteurs que Rioa va citer ou sur les différents concepts qu'elle avance pour être capable de suivre. En tout cas, je dis ça, peut-être que c'est juste moi qui est nono puis qui a de la misère, mais je pense que ça vaut la peine pour vraiment pouvoir profiter au maximum de la conversation. Il y a beaucoup de stock, mais je pense que si on fait l'effort intellectuel d'essayer de comprendre les concepts, de suivre, je pense que c'est vraiment super intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. Puis ces podcasts-là sont demandants, sauf qu'ils sont vraiment enrichissants aussi. Vraiment. On se questionne. On pose des questions. C'est ça la philosophie dans le fond, man. C'est de poser des questions plus que d'avoir des réponses. Puis c'est de trouver les bonnes questions à se poser. C'est pas mal ça qu'on fait tout au long du podcast. Ouais. Puis de semer la graine de la réflexion qui peut-être germera chez vous un arbre de connaissances. T'es-tu capable de te rappeler la suite de cette phrase-là, OK? Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est quand même niche qu'on fait, là. Tu vas parler de Sri Chinmoy. Sri Chinmoy. Juste pour l'anecdote, là, pour les gens qui nous écoutent, quand on était à l'école primaire, à chaque fois qu'on s'en allait pour aller à la cafétéria, la salle où est-ce qu'on allait manger, il y avait une genre de plaque. C'était une plaque avec une citation. C'est dans Saint-Roch, là, ceux qui savent, là, à l'école Saint-Roch, sur le bord de la rivière Saint-Charles, il y a une plaque, puis il y avait une citation. Fait que là, je vais juste la starter, puis tu vas essayer de la filmer. Moi, je la connais par cœur. Puis on s'en est pas reparlé depuis. On n'a jamais parlé de ça. On s'est jamais reparlé de ça. Depuis le primaire. Ouais. Puis on passait devant chaque jour, on faisait comme un petit. On faisait comme si on se recueillait devant ça. Prière. Puis après ça. On s'en est pas reparlé non plus depuis le primaire. Là, non, ça n'a jamais reparlé depuis le primaire. T'es prêt? On le fait ensemble? La graine de paix doit d'abord être semée dans le corps spirituel afin de naître au sein du cœur de la vie humaine. Ouais, exact. Ouais, de quoi le même? Sri Chinmoy. En tout cas, on se pose les bonnes questions aujourd'hui sur le podcast, fait que bonne écoute. Bon podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par Cozy. Oh yeah! Je vous ai parlé déjà de mon divan. J'ai rêvé sur mon divan. J'adore mon divan, mais là, Cozy viennent de sortir des tables. OK? Des tables ajustables. Donc, soit des tables de salon que vous mettez devant votre divan ou des tables pour à côté de votre divan pour déposer vos verres, etc. De chevet. De chevet. C'est ce qu'on dit, hein? On appelle ça. C'est ça, des tables de chevet. Puis les tables, vous irez les voir, là, mais sont incroyables parce qu'ils s'ajustent. Mettons, les tables de chevet, tu peux les mettre à la hauteur que tu veux. OK. Les tables de salon, là, ils peuvent avoir l'air d'une table normale. OK? Tu piges. Je suis là. Mais tu peux aussi lever un panneau qui vient se rapprocher de ton divan pour, par exemple, mettre ton laptop dessus, travailler sur ton divan. OK. Là. Je te dis, c'est comme un peu genre... Un transformer. Genre. Mais mieux. Mieux. Ben, oui, mieux, là, I guess. Oui. Ils sont en quel matériau? Est-tu différent? Je sais pas s'il y a différents types de matériaux. Celles que j'ai vues sont en bois, celles que en fait je veux m'acheter sont en bois. Okay. Mais ils fit parfaitement avec tous les divans de Cozy. Puis ils sont faits pour ça. C'est incroyable. Puis tu sais, avec Cozy, tu peux planifier la forme de ton divan pour qu'il fitte vraiment dans ton salon. Mais là, avec la table, elle vient s'ajuster parfaitement. Fait que t'as comme une espèce de salon ou de salon de chambre, où est-ce que tu veux mettre ton divan, peu importe. Super ergonomique. Fait qu'il n'y a aucun espace qui est perdu.
C'est incroyable. Tu sais, je sais que mon ami Paisy, que les auditeurs du podcast connaissent peut-être, a un grand divan cosy aussi. Elle a fait venir chez eux, qui fait un U, mais tout au long de ses murs. Fait que c'est son appartement, qui est un appartement dans le Vieux-Québec, qui est quand même, somme toute, assez petit, a l'air énorme grâce à ce divan-là. Fait que, allez voir ça pour vrai, Cozy. Et leur nouvelle table, leur divan, c'est de la bombe de A à Z, cozy.ca. Puis merci d'encourager le podcast, mais honnêtement, vous, les auditeurs, allez voir ça, parce que c'est incroyable. Ouais, c'est malade. Oh yeah! Donc ça roule, c'est parti. Merci beaucoup d'être là. Merci PH, merci Dominique. Merci Réa, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment on se parlait, c'est de vos étudiants qui... De tes étudiants, parce qu'on s'était dit qu'on allait se tutoyer. Même quand on dit ça, ça se fait ça tantôt aussi. Ouais. On dit on se tutoie, puis on se tutoie, finalement, Dom, il tourne au bout. T'es trop poli. C'est dur. Mais c'est ça que des étudiants à qui t'avais enseigné à l'université qui nous ont recommandé. Puis le sujet me paraissait vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, on va l'inviter. Puis, comme je voyais aussi, tu fais des chroniques à la radio quand même souvent aussi. Oui, okay. Premièrement, ça me flatte énormément. Je ne savais pas que c'était certains de mes anciens étudiants qui se trouvent être de vos abonnés qui avaient recommandé mon nom. Oh, ça me flatte tellement. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Mais vraiment, c'est super gentil. J'ai toujours eu un rapport. Bon, je peux pas présumer que tous les étudiants ont aimé mes cours, mais moi, je peux dire que j'ai aimé tous mes étudiants. Ouais. Dans la mesure où c'est vraiment quelque chose qui me nourrit incroyablement, cette relation-là avec les étudiants. Je pense pas qu'on devient professeur d'université s'il n'y a pas quelque chose dans l'enseignement qui nous tient. Ben, peut-être qu'on peut devenir professeur d'université si c'est la recherche qui vraiment nous motive, ce qui est aussi mon cas, mais je pense que dans mon cas, c'est d'abord et avant tout l'enseignement qui vraiment me tient et me nourrit, même dans ma recherche. Et puis, les chroniques radio, c'est un peu la même chose aussi, dans la mesure où c'est de la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, merci pour l'invitation. Moi, j'ai écouté certaines de vos émissions de podcast, puis c'est vraiment ça que vous faites, en fait, de la vulgarisation scientifique pour le grand public éduqué, mais sans être spécialisé. En tout cas, un grand public intéressé par ces questions-là. Et puis, les chroniques radio, c'est arrivé un petit peu par hasard aussi. J'ai commencé en 2017. À l'époque, c'était Les Éclaireurs avec Patrick Masbourian avant qu'il devienne le Morning Man. Ouais. Et puis, on m'avait invité, c'était juste une invitation et par la suite, c'est devenu plutôt une invitation à une collaboration mensuelle. Pour moi, au mois, c'est le rythme qui me convient le mieux. C'est assez court pour être là souvent, mais assez long pour laisser une bonne préparation. Oui, exactement. Ouais. C'est un peu ça, tout à fait. Puis ensuite, c'est devenu moteur de recherche avec Mathieu Dugal. Ouais. J'adore parce que c'est beaucoup, en fait, des professeurs d'université ou des professeurs de cégep qui interviennent là. Et puis aussi, la défunte émission Plus on lit, plus on est de fous, plus on lit, que j'aimais beaucoup aussi. Alors, c'était pour ce genre d'émission et ce qui m'emballe, c'est justement l'exercice, et je ne sais pas si je vais le réussir en ce moment, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir rendre des questions difficiles plus accessibles pour que tout le monde puisse avoir un point de vue un peu plus éclairé sur ces débats-là. Faire le pont comme ça entre, on en parle souvent ici, puis c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée quand on a fait un genre de, appelons ça un redressement éditorial là, du Sans Filtre podcast au fil des années, où est-ce qu'on s'est dit qu'on a vu un peu l'opportunité de faire, et là on a humblement une assez large tribune, puis c'est le fun de pouvoir recevoir des gens qui sont un peu dans leur tour de recherche, de science, puis que là, de faire le pont jusqu'à les gens qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui peuvent bénéficier de cette connaissance-là, mais qui n'ont juste pas accès. Tu sais. Ah, complètement. J'ai vu un de vos derniers épisodes, je pense qu'il parlait de l'Iran, puis avoir une couverture approfondie par des spécialistes sur un sujet qui quand même interpelle tout le monde. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment formidable. Puis je pense que le comédien, l'humoriste Adib était passé, je viens de m'acheter des billets pour son show. Ah ouais? Je l'ai vu, tu vas aimer ça. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'est bon. Très hâte d'aller voir. C'est que j'étais impressionnée, en tout cas un peu intimidée. Je me Il n'y a aucune... C'est nous autres qui est intimidés. Donc, toi,
ta discipline de recherche, c'est l'éthique. Mettons, pour les gens qui connaissent pas du tout la philosophie, c'est quoi l'éthique? Oui. Alors, l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui est aussi vieille que la philosophie comme telle. Donc, puis là, on va parler vraiment de façon, je m'en excuse d'avance, de façon très limitée de l'histoire de la philosophie occidentale. C'est très curieux parce que je suis asiatique et dans mon département, c'est une collègue italienne qui est spécialiste de philosophie chinoise. Et moi, la personne d'origine coréenne-japonaise, je me suis spécialisée en philosophie politique anglo-américaine. Peut-être aussi parce que, peut-être que dans ma propre biographie, c'était une façon de mieux connaître ce monde qui m'accueillait et essayer de mieux comprendre en quoi consistait l'histoire de cette culture occidentale. Mais toujours est-il que, quand on parle de la philosophie occidentale et de l'histoire des idées, on remonte à l'Antiquité grecque. Et je sais, Dominique, que tu as justement étudié certains cours avec... Dominique, un érudit. Un tout petit peu, et ça fait très longtemps. Oui, je pourrais pas citer Aristote de mémoire comme ça. Non, mais quand même, c'est impressionnant de savoir que tu as étudié avec De Koninck, qui est un professeur absolument magistral à l'Université Laval, en fait, qui a fait carrière là-bas et donc que tu as été initié à la philosophie ancienne. Et donc, un disciple de Koninck, dans le fond. C'est mon grand-maître. C'est mon maître à penser. Mais du coup, c'est vrai qu'avec Aristote, Éthique à Nicomaque, par exemple, donc il y a chez Aristote, chez Platon, chez Socrate, la question de... Alors, qu'est-ce que c'est l'éthique? Alors, l'éthique, c'est des questions philosophiques qui vont avoir un lien avec des questions de valeur. On peut poser ça de mille et une façons. On peut se poser la question, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Et souvent, ça va donner lieu à de la philosophie morale comme telle. On peut se poser les questions de qu'est-ce que la vie bonne? Et ça, c'est plutôt une question éthique au sens un peu plus large. On peut se poser la question aussi des fondements éthiques de la justice. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie politique et l'éthique sont aussi parfois très, très, très arrimées l'une à l'autre. Alors, ce que je fais, c'est de la philosophie politique appliquée à toutes sortes d'enjeux éthiques qui soulèvent des questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Mais quand on dit est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est pas l'idée de, c'est vraiment pas l'idée de dire à tout le monde faites pas ça, faites ci, ou de rédiger un code de conduite ou un code de valeur. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est tout simplement de au moins savoir comment poser la bonne question. Et là, par exemple, je fais référence à un de vos invités, Martin Gibert, qui est aussi un ami, un collègue du Centre de recherche en éthique dont je suis la co-directrice, comme j'expliquais tout à l'heure, en coulisses. Mais donc, Martin Gibert, c'est un spécialiste en éthique de l'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas tellement de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire avec les robots, c'est plutôt de savoir comment poser les bonnes questions pour aller identifier les problèmes qui nous guettent, etc. Alors, c'est sûr qu'en bout de ligne, quand on a développé un argumentaire au sujet d'un problème, ça peut être éthique environnementale, ça peut être éthique de la guerre juste, ça peut être éthique des inégalités de santé. Et éventuellement, il y a quand même l'espoir de contribuer une proposition, une solution ou au moins une voie d'action. Alors, éventuellement, il y a un aspect prescriptif, c'est-à-dire, étant donné les arguments, étant donné la façon qu'on a déchiffré la question, on pense que peut-être on devrait faire ci, cela, ceci. Mais je vous avouerai que ni dans le contexte de ce podcast et ni dans le contexte de mes cours, l'objectif de dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas vraiment l'objectif qui m'allume. C'est vraiment plutôt inviter les étudiants ou inviter les auditeurs à réfléchir par eux-mêmes avec des outils théoriques. C'est le propre de la contribution philosophique dans ce genre de questions ou de débats interdisciplinaires. C'est de proposer des notions théoriques qui peuvent peut-être nous aider justement à y voir un peu plus clair. Mais ces notions théoriques-là, j'imagine que, comme tu mentionnais, qu'on le veuille ou non, dirigent vers une façon de
d'aborder certains enjeux. C'est ça. Tu sais, si on pose les bonnes questions, souvent, ça trace un peu la ligne directrice. Exactement. Puis c'est pour ça qu'entre philosophes, autour des mêmes questions, il va y avoir 1001 réponses. Il y a déjà eu un étudiant, c'était vraiment intéressant la façon qu'il avait posé. Puis ça fait pas très longtemps, alors si l'étudiant écoutait le podcast, il va se reconnaître. C'était cette session. Oui, tout à fait. Mais qui disait, est-ce que ça devient pas un peu contradictoire quand on présente la prétention de la philosophie comme pouvant contribuer au débat et la quête de la philosophie qui tend quand même vers une sorte de réponse universalisable ou qui s'approche de la vérité. Puis finalement, dans les débats de philosophes, il y a toujours un qui dit oui, puis l'autre qui dit non, etc. Alors, dans un certain sens, c'est vrai que le propre de la philosophie et de la réflexion philosophique est de chercher des réponses qui ne sont pas du même ordre que des réponses mathématiques, par exemple. Où, donc, on réfléchit souvent avec des... comment dire... en fait, souvent, il faut pratiquer une forme de modestie intellectuelle, je pense. Même si chacun, on prétend avoir un peu plus raison en vertu de la cohérence de notre argumentation, de la qualité de notre argumentation, on prétend quand même s'élever un tout petit peu au-delà de la pure opinion. Parce que, justement, le travail de la philosophie, c'est de travailler les arguments rationnels, la cohérence logique, etc. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que on va trouver une réponse absolue, une vérité qui dépasse l'histoire ou les contextes sociaux. Pas du tout. Alors, il y a plusieurs approches, en tout cas philosophiques, sur, justement... est-ce que le contexte historique nous limite dans la façon de voir les choses? Est-ce que le contexte culturel nous limite? Ou est-ce qu'à travers la diversité culturelle, il y a moyen quand même de trouver un consensus au sujet de certaines intuitions qui sont un peu plus universalisables? Mais en fait, même toute la question de qu'est-ce que c'est l'universalité et qu'est-ce que c'est l'universalisable en philosophie, en ce moment, soulève un paquet de questions parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans une forme de scepticisme. Le scepticisme, c'est la position selon laquelle il n'y a rien de vrai. Et donc, très rapidement, ça devient du relativisme, tout azimut. Donc, si rien n'est vrai, parce que c'est justement pas des preuves scientifiques en philosophie qu'on peut mobiliser, alors ce que tout le monde a raison. Tout le monde a tort. Exactement. Et c'est sûr que quelqu'un qui est en philosophie, en éthique, travaille le plus souvent avec, je pense, l'idée ou bien de justifier le scepticisme et le relativisme de façon rigoureuse, ou bien le plus souvent pour dire non, il y a sûrement quelque chose au-delà de la pure opinion subjective, à quoi on aspire grâce à la rationalité et grâce à cette argumentation rigoureuse qui ne fait pas appel à la religion. On peut être philosophe et religieux, mais la démarche philosophique ne fera pas appel à des sources transcendantales comme des croyances religieuses. Et en même temps, on ne peut pas nécessairement faire appel non plus à l'expérimentation scientifique. C'est que c'est vraiment quelque chose qui se situe entre les deux. Puis je dirais que la beauté des questions philosophiques et de l'existence humaine, c'est que quand on se pose la question, c'est quoi le sens de la vie? Il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de formule mathématique qui va nous donner cette réponse. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire face aux inégalités abyssales en relations internationales? Quelle est notre obligation en tant que génération face aux générations futures qui vont subir vraiment les effets catastrophiques du changement climatique? C'est des questions qui, bien sûr, reposent aussi sur une certaine connaissance scientifique. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de philosophes. D'ailleurs, je fais partie un peu de cette génération de philosophes politiques appliqués, où on essaie de plus en plus vraiment d'être à l'écoute là, des données factuelles, empiriques, etc., pour cerner la question éthique comme telle, mais la question de quelle est notre responsabilité morale envers les pays en voie de développement ou envers les femmes qui sont sous le poids de la persécution ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un pays être envahi par un autre et qu'on est des bystanders? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Ce sont toutes des questions qui sont
proprement philosophique, parce que là, c'est vraiment plus des questions de justice fondamentale qui doivent guider nos positions. Ouais. Puis est-ce qu'il y a une objectivité dans l'éthique? Est-ce qu'on a réussi à la trouver ou justement tout dépend du contexte social puis de l'époque? Puis... Alors, il y a plusieurs approches par rapport à cette question-là, mais encore une fois, la question est philosophique. Alors, ça, c'est le premier point de départ. La question est philosophique, donc parlons-en, donc on fait de la philo. Ouais. Ensuite, il y a plusieurs approches parce que, donc, au travers des âges, dans l'histoire des idées, des philosophes se sont saisis de cette question et l'ont formulée en fonction de leur époque, en fonction de leurs paramètres culturels, etc. Il y a des philosophes qui prétendent que, oui, l'objectivité existe en philosophie parce que la rationalité existe. Et donc, supposons qu'on suivrait ce filon-là, parce que ça a été un filon quand même assez... canonique dans l'histoire des idées depuis Platon, depuis Aristote. Platon en particulier, c'était quelqu'un qui, de toute évidence, croyait à l'objectivité de certaines idées platoniciennes. Il invoquait le ciel des idées pour justement désigner une sphère de réflexion qui était pure et qui pouvait donc être purement rationnel, purement objectivable, purement universalisable. Et donc, l'idée de justice, l'idée de vrai, etc. Kant, au 18e siècle, on fait un immense saut dans l'histoire, là, mais Kant, en philosophie morale, c'est un philosophe allemand qui va croire que, en effet, il existe des lois morales. Il va appeler ça des impératifs catégoriques. Les impératifs catégoriques, pourquoi? Parce que, tout simplement, lui disait, vous savez, quand on est face à un dilemme moral, peu importe lequel il soit, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai le droit de mentir? Est-ce que j'ai le droit de ne pas tenir ma promesse? Est-ce que j'ai le droit d'être infidèle? Etc., etc. Alors, toutes ces questions-là, à son avis, quand on se les pose dans le fort intérieur de notre seule conscience subjective et rationnelle, éventuellement, on est capable de générer par et pour nous-mêmes les réponses à nos dilemmes. Et il appelle ça des lois morales. Et les lois morales vont toujours s'exprimer en nous sous la forme d'une contrainte. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas usurper le bien d'autrui, tu dois respecter le droit de propriété des autres, etc. Et lui parlait en termes d'impératif catégorique, donc un commandement absolu, selon les modes de la grammaire. Et pour lui, encore une fois, autant 2 plus 2 est égal 4 est vrai depuis toujours, pour n'importe qui, que ce soit même à l'époque des hommes de caverne, que c'est tout aussi vrai aujourd'hui pour une personne tibétaine que ce l'était pour un Britannique du 19e siècle, que ce l'est pour des Québécois du 21e siècle. 2 plus 2 est égal 4 dans n'importe quelle langue, peu importe le contexte historique, peu importe le contexte culturel, etc. Et donc, Kant croyait que les vérités morales étaient exactement du même ordre. Autrement dit, peut-être un exemple très, très facile, infliger de la souffrance à un innocent, supposons un enfant, infliger de la cruauté complètement gratuite est objectivement mal. Ouais. Exactement. Donc, partant de là, on peut statuer qu'il y a une certaine forme d'objectivité, mais après ça, j'imagine que les situations sont de plus en plus complexes. Exactement, tout à fait. Puis aujourd'hui, tout à l'heure, je faisais mention à ce débat. C'est un débat très intéressant, d'ailleurs, qui est présentement mobilisé par certaines philosophes féministes pour penser la solidarité transculturelle de tous les combats féministes, mais en étant respectueux des contextes culturels dans lesquels ces combats-là se poursuivent. Donc, par exemple, puis là, on va glisser un peu sur un terrain controversé, mais... Glissons. J'ai amené mon crazy carpet! On glisse. J'espère qu'on va pas se faire troller. Ça va, ça. Mais... On n'en est pas nos premiers trolls. Non, mais c'est juste pour... parce que justement, il y a un article un article très intéressant qui circule en ce moment dans le Nouvel Observateur, mais qui s'appuie aussi sur toute une littérature en philosophie féministe, anglo-américaine notamment, sur ces questions-là, et pour ne pas citer Serene Kader, qui vient d'écrire un livre là-dessus. Alors, on peut, sans contradiction, dire que l'oppression des femmes est toujours une mauvaise chose.
Et l'oppression des femmes, dans certains contextes, et dans un contexte absolument criant et aigu en ce moment, forcer des femmes à porter des signes religieux et à les contraindre à obéir à un code de conduite qui les subordonne, qui les assujettisse, etc., c'est quelque chose qu'on ne doit pas encourager au nom de l'émancipation des femmes. Mm-hmm. Et ceci, dans ce contexte, est un exemple de lutte féministe auquel il faut souscrire et auquel il faut sympathiser et solidaire. Et ce n'est pas du tout contradictoire de soutenir que dans d'autres contextes, de demander aux femmes de les obliger à sacrifier leur appartenance ou leur identité religieuse est aussi une forme de discrimination dans la mesure où on ne respecte pas leur libre choix. Et encore une fois, donc, dans certains contextes, le combat féministe peut en venir à soutenir des femmes qui veulent revendiquer leur identité culturelle, leur identité religieuse dans tel contexte, surtout lorsqu'elles sont en minorité dans une société où le code de conduite de la majorité les amènerait à se départir et à se sacrifier d'une partie constitutive de leur identité. Tant et aussi longtemps, évidemment, que cette identité est choisie par elles et pour elles-mêmes. C'est ça. Alors, c'est ça. L'idée, c'est... Et donc, vous voyez, c'est un exemple un peu controversé. En tout cas, c'est un exemple très actuel, éminemment actuel, qui dit que oui, il est possible d'avoir justement une certaine idée de ce qui est universalisable. Donc, on dit non à l'oppression des femmes, mais ensuite... En tenant en compte les milieux socioculturels. Exactement, ouais. C'est ça. Et donc, ouais. Puis, cet exemple-là est intéressant, puis c'est intéressant aussi d'arriver avec la réalisation que c'est pas contradictoire nécessairement. Alors que, techniquement, ce qui est revendiqué, c'est quasiment l'inverse. Oui. Tu sais? Exactement. Dans le contexte. Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça qu'il y a eu un certain mouvement féministe, et pas juste les féministes, il y a eu donc d'autres approches en philosophie, notamment en relations internationales. Puis vous savez, tout le mouvement sur la décolonisation en ce moment-là. Ouais. Qui traverse toutes les disciplines et qui, effectivement, transforme aussi certaines questions et certains débats en philosophie politique, surtout dans mon domaine, en éthique des relations internationales, où tout à coup, il y a des voix philosophiques qui n'ont jamais été entendues parce que ces voix philosophiques qui viennent de certains pays qui ont été colonisés étaient considérées justement comme des voix subalternes, des voix inférieures, des voix moins articulées, moins intelligentes, et pourtant, on parle de ces voix exprimées par des individus sur qui on impose. Et on a imposé la colonisation. Et avec la colonisation, on a imposé aussi des codes de conduite, une certaine conception de ce qui est bien, de l'égalité des femmes et des hommes, tel que ça doit être absolument interprété. On a justifié des formes d'oppression colonialiste par exemple, chez certains philosophes, on a entendu parler vraiment il y a eu des justifications de l'infériorité raciale de certaines communautés, de certaines populations, et une des vertus civilisatrices du colonialisme consistait justement à les ouvrir à la voie de la rationalité. Ouais. Exactement. Et donc, au nom de la raison universelle, au nom du bien universel, autrement dit, on venait leur dire, vous ne le savez pas vous-même, mais nous venons vous coloniser pour votre propre bien civilisationnel. Alors, ça peut, évidemment, donc, en tout cas, il y a même sur ces questions-là, encore une fois, des débats philosophiques. On s'en sort jamais, parce que un des travaux, une des tâches des philosophes, c'est aussi de creuser autant que faire se peut la profondeur de ces questions-là. Mais il en demeure pas moins qu'on est arrivé aussi à un moment où, en philosophie, on a développé un concept qui s'appelle, par exemple, l'injustice épistémique. Et qu'est-ce que c'est que l'injustice épistémique? Épistémique, ça veut dire quelque chose qui a rapport au monde de la connaissance. Et quand on parle des injustices dans le monde de la connaissance, on désigne ce phénomène
c'est quand les rapports de force dans le monde social vont se répercuter dans le monde du savoir. Et par conséquent, pendant des millénaires, les femmes n'avaient pas accès à des positions d'autorité épistémique dans les universités parce que, justement, à l'université, qui était enseignée par des hommes, on enseignait aussi que les femmes étaient naturellement inférieures, à tel point qu'elles n'avaient pas le droit de vote, à tel point qu'elles n'avaient pas le droit à l'indépendance économique, etc. Et dans le même ordre, pour qu'une telle oppression colonialiste puisse sévir pendant des siècles, il a fallu que ça soit soutenu quand même par des valeurs culturelles et par des doctrines philosophiques aussi, qui consistaient essentiellement à dire oui, c'est correct, on fait bien de faire ça parce que nous, au nom de la raison scientifique ou de la raison universelle, on sait ce qui est de mieux pour tous et ainsi en allait-on avec l'Empire qui civilisait le monde et les barbares. Est-ce que c'est un peu un paradoxe de la philosophie puis de l'éthique de se dire on a réfléchi à ces questions-là puis d'un point de vue philosophique rationnel, donc on s'est élevé, comme on disait un peu plus tôt, au-dessus de la simple opinion. Donc on estime que notre réflexion a une valeur ajoutée, tu sais. Sauf que là, du moment que je dis donc j'ai plus raison que quelqu'un qui n'aurait pas réfléchi à ça, toi. Mais là, si j'essaie de t'imposer à toi ça, ma réflexion, là, ça devient plus éthique de vouloir l'imposer de force. Non, c'est une excellente question qui rejoint justement l'intervention à laquelle je faisais mention tout à l'heure. C'est que justement, en cette période de décoloniser tout, là, et notamment la philosophie, on est dans une période de grande introspection critique. La première chose qu'il faut dire, c'est encore une fois, je pense qu'on apprend de façon un peu brutale, mais on apprend vraiment la nécessité de la modestie intellectuelle. C'est vraiment, vraiment important, plus que jamais, quand on regarde sur les réseaux sociaux, quand on regarde qu'est-ce qui va arriver avec Twitter, puis quel était l'impact des réseaux sociaux, par exemple, pendant la pandémie, ou dans la montée des populismes, mais aussi en ce moment, là, au lendemain, parce que là, on se parle, en fait, je ne sais pas si on peut le dire, mais on se parle au lendemain, donc, de l'élection de Lula au Brésil. On se parle au lendemain de Elon Musk qui prend Twitter, etc. Alors, il y a plusieurs interprétations du monde possible. En ce moment, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui se passe en Amérique centrale, en Amérique du Sud, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a des régimes autoritaires qui sont en train de tomber et puis qui ont été remis en question. Puis c'est peut-être un peu à cause des réseaux sociaux, etc., des forums publics de discussion. Mais en même temps, on sait aussi que les grands... comment on appelle ça? Le consortium là, de Google. GAFA. Les GAFA, exactement. On sait à quel point l'incidence des GAFA peut être très dangereuse pour les démocraties contemporaines. Puis bon, on regarde Twitter, etc. Mais tout ça pour dire que dans tout ce contexte-là, alors la philosophie doit pratiquer une forme de modestie intellectuelle, dans le sens où on doit nous-mêmes être prêts à réviser notre propre histoire puis nos propres erreurs. Pourquoi on persiste ensuite quand même à vouloir défendre la philosophie puis le rôle progressiste de la philosophie, on devient philosophe aussi parce que il y a des grandes pages de lumière dans l'histoire de la philosophie où, grâce à cette réflexion critique, capable de se déconstruire, capable de se regarder, capable d'être dure avec elle-même, on a été aussi capable d'avancer beaucoup. Alors, je parlais tout à l'heure de comment il y a eu des doctrines philosophiques qui ont vraiment piétiné la nature des femmes, et il y a eu aussi de grandes percées philosophiques qui ont donc soutenu et justifié l'égalité des femmes. Donc, il y a ça. La même chose aussi avec la philosophie de la race. Donc, il y a eu des grands moments d'obscurité dans l'histoire de la philosophie qui a vraiment fait fausse route en pensant mal l'égalité des hommes. Vous savez, liberté, fraternité, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'était le trio au temps du contrat social, au temps du 18e siècle.
liberté, égalité, pour qui? C'est ça, pour la fraternité. Puis on a peut-être perdu de vue la sororité. Au 18e siècle, il a fallu quelqu'un comme Olympe de Gouges qui, a écrit une déclaration des citoyennes de la République. Et pendant un certain temps, il y a eu un mouvement égalitariste et contractualiste qui a soutenu justement cette percée féministe. Par exemple, un peu plus ou moins en même temps, un peu plus tard, Jeremy Bentham, qui est un utiliste britannique, grâce à l'influence décisive de Harriet et de Helen Taylor, qui ont été des grandes, sa compagne et sa belle-fille, donc qui ont une immense influence sur sa philosophie, a été quelqu'un qui a proposé au Parlement britannique un projet de loi pour reconnaître le droit de vote des femmes. Puis ensuite, il y a eu les femmes elles-mêmes qui ont pu parler de leur propre voix et signer de leur propre plume des textes pour reconnaître l'émancipation des femmes. Et en même temps, il y a eu aussi des thèses en philosophie qui soutenaient l'inégalité des races entre les hommes, alors qu'on parlait de l'égalité, mais pour qui, et, etc. Et en même temps, il y a eu des philosophes comme Charles Mills, qui a écrit The Racial Contract, en référence notamment à une féministe, Carol Pittman, qui avait écrit The Sexual Contract. Et dans les deux cas, c'était pour critiquer comment un contrat social a pu complètement oublier les femmes et comment un contrat social a pu complètement oublier l'égalité des esclaves sur qui on avait construit la démocratie américaine, par exemple. Alors, donc, c'est l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées est une histoire complexe. Il y a des pages sombres, il y a des grands moments de révélation, ou des grands moments d'épiphanie, des grands moments de progrès social. Et je pense que pour tous ceux et celles qui persistent et signent en philosophie, et qui persistent et signent aussi au sein des universités, et je dirais même peut-être même pour des gens comme vous, qui faites, faites la passerelle en les recherches universitaires et la place publique, on continuerait pas à faire ce travail-là si on croyait pas que grâce aux idées, on peut aussi changer les choses pour le mieux. Et qu'on peut réconcilier cette histoire-là qui est trop parfois. Ah oui, d'autant plus que, en tout cas, là, ça dépend peut-être des points de vue, mais on peut être très faillibiliste. Hein? Faillibiliste, c'est une autre position en philosophie qui consiste à reconnaître l'imperfection fondamentale des êtres humains et leur grande tendance à faillir, à faire des échecs, à commettre des fautes. Donc, je pense que c'est une des conceptions peut-être les plus lucides d'ailleurs de la nature humaine que de reconnaître notre faillibilité. Et en philosophie, une fois qu'on a reconnu ça, est-ce que ça nous empêche de faire de la philosophie? Quelqu'un comme Rawls dirait non, parce qu'il y a quand même moyen d'être cohérent avec nous-mêmes. Et donc, il y a des positions cohérentistes qui sans nécessairement dire « Ah, ça y est, on va atteindre la vérité absolue », au même titre qu'une vérité scientifique. On peut atteindre quand même des vérités qui sont drôlement cohérentes. Il serait incohérent de ne pas soutenir, par exemple, à la lumière de toutes les connaissances historiques, scientifiques, biologiques, empiriques que l'on a, que l'esclavagisme aujourd'hui est absolument un mal moral qu'on ne peut plus et qu'on n'aurait jamais dû, en fait, justifier. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui soutiendrait l'esclavagisme, au même titre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui soutiendrait le racisme ou les inégalités raciales, aurait tort. Et cette proposition a un statut de vérité parce qu'elle est cohérente. Est-ce que, tu sais, en science, avec la méthode scientifique, la science se raffine toujours, tu sais, puis on découvre toujours un petit peu plus loin de notre champ de connaissances, puis là, il y a quelqu'un qui prend le flambeau puis qui l'amène un petit peu plus loin, tout ça, puis grâce aux expériences, puis grâce aux données, tout ça, j'ai pas l'impression qu'on peut reculer. Une fois qu'on a découvert quelque chose, une fois qu'on a mesuré le boson de Higgs, on l'a mesuré, on peut pas le démesurer. Est-ce qu'en philosophie, la trajectoire est sur une droite aussi comme ça? Est-ce qu'on avance toujours ou ben c'est relatif, puis on pourrait aussi à une certaine époque rentrer dans philosophiquement que certaines théories qui sont
à nos yeux, injustes aujourd'hui deviennent... Est-ce que oui, tout à fait, absolument. Et justement... je pense qu'il y a un certain regard critique sur l'histoire des idées en ce moment qui dit que l'histoire de la philosophie n'est pas si linéaire que ça, même pas l'histoire des sciences d'ailleurs, hein, parce que cette espèce de moment d'introspection critique gagne toutes les disciplines, y compris l'histoire des sciences, qui elle aussi a été traversée par ce que j'appelais tout à l'heure des injustices épistémiques et qui ont eu un impact. Par exemple, l'histoire de la médecine sur le corps des femmes, on se rend compte à quel point ça a été un peu n'importe quoi. Bon, et puis, donc, c'est pas comme si l'histoire, et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Thomas Kuhn, qui a beaucoup parlé des révolutions scientifiques et comment ça arrive dans l'histoire des sciences, des changements de paradigme. Et on pourrait penser que c'est purement linéaire puis qu'on s'en va toujours vraiment en ligne droite vers le progrès. Or, il se trouve que c'est pas si linéaire que ça, c'est pas aussi propre que ça. C'est souvent par essai-erreur. Il y a souvent aussi tout simplement il y a vraiment des facteurs sociologiques qui vont déterminer pourquoi, tout à coup, c'est cette théorie qui va gagner la faveur du public ou de la communauté scientifique au détriment qu'une autre. Mais il n'y a pas réellement une nécessité absolument scientifique pour poursuivre cette voie plutôt qu'une autre. Et c'est un peu la même chose aussi dans l'histoire de la philosophie. Alors, on peut penser on peut se raconter aussi une histoire qui a l'air linéaire. Puis peut-être qu'elle est linéaire, en effet, dans la mesure où, à un moment donné, il y a une erreur qui a été commise, puis on a tous continué à partir de là. Exactement. Dans ce sens-là, oui, peut-être. Mais il y a des allers-retours, en fait, ou comment dire, l'apparente linéarité de l'histoire de la philosophie n'est pas nécessairement due pour des raisons de vérité ou de rigueur scientifique. C'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a eu des facteurs sociaux, des emprises idéologiques, des erreurs, etc., qui font en sorte qu'on a suivi cette voie-là. Comme je vous dis, le fait que des gens n'ont pas eu droit de parole dans cette histoire des idées ou dans cette histoire des sciences, a drôlement aussi affecté le cours des choses. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si, depuis tout temps, tout le monde avait pu véritablement jouir de l'égalité politique et épistémique? Qu'est-ce que ça aurait donné, etc. Alors, il y a des gens qui, quand même, quand je parlais de... OK, même si on est faillibiliste, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est sceptique. Ça veut dire qu'on ne croit plus à rien, ou qu'on est relativiste. Ça veut dire que, OK, anything goes, ce qui revient à peu près à on ne croit plus à rien. Ouais. Même si on est faillibiliste, on peut quand même croire à une forme de cohérence. On peut croire au progrès des idées. En tout cas, on peut ne pas désespérer. Alors, on peut être optimiste pareil. Même face au changement climatique, il y a des philosophes qui sont en train de soutenir, la validité de l'espoir puis de l'optimisme. J'allais demander juste comment qu'on réfléchit au changement climatique d'un point de vue philosophique, parce que c'est quelque chose qui est mesurable, qui est de l'ordre des sciences aussi, mais c'est quoi le rôle de travail d'un philosophe par rapport à des questions comme ça, comme les changements climatiques? Oui, alors, excellente question, une question d'autant plus, elle est tellement urgente. Alors, puis le point de vue aussi d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut philosopher de façon positive ou de façon optimiste par rapport à ça, je crois que c'est le genre de question qui va résonner beaucoup avec les gens qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était d'ailleurs un sujet de chronique pour une émission de radio à moteur de recherche. C'était la mère de deux adolescents qui posaient cette question-là parce que qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes? Et puis, très, très drôle, en tout cas, encore une fois, un bel hasard, parce que je pense que c'était le 26 octobre, il y avait un article de fond là, qui était paru dans The New York Times où on parlait justement, comment on peut quand même garder espoir face à, même politiquement, là, face à tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la question de justice climatique en philosophie? Par exemple, dans le domaine de l'éthique des relations internationales, éventuellement, il y a eu des splits aussi, il y a eu l'éthique environnementale, etc. Justice climatique est presque comme devenu un domaine en soi et pour soi, tellement il y a des travaux qui sont nourris par l'urgence de la situation. Et la contribution des philosophes est vraiment très intéressante. La première contribution, quand même notable, que j'aimerais citer, c'est Stephen Gardiner, qui avait parlé de « The Perfect Moral Storm ». Et ça fait déjà plusieurs décennies de ça qu'il avait écrit cet article. Et il décrivait justement
notre inertie, notre apathie, notre paralysie politique face justement à l'urgence des changements climatiques qui s'en viennent et qui sont absolument, de son point de vue, et je pense que là, il y a un consensus dans le monde universitaire, que c'est vraiment scientifiquement réel. Oui, c'est ça, que ça, c'est vraiment vrai, là, que ça s'en vient. Je l'avance. On peut le mesurer. Oui, c'est ça, on va l'avancer, puis ça va être un autre point de controverse, on va nous troller là-dessus. C'est pas grave. En tout cas, donc... Je pense que ces gens-là, ils nous écoutent pas de tout. OK, Non. d'accord. C'est que donc, alors ce philosophe, il disait, pourquoi c'est the perfect moral storm, pourquoi c'est la tempête morale parfaite, c'est parce que c'est à la croisée de deux choses. Dans le domaine de l'éthique des relations internationales, on voit tout le problème éthique de la non-coopération. Et pourquoi c'est un problème éthique? Parce que cette coopération, cette absence de coopération autour de Kyoto, autour de Paris, autour de, etc., les traités de Paris, etc., vous savez que Stephen Harper c'était sorti de Kyoto, les traités de Paris avec les Américains, c'était bon, etc. Donc, cette défection, cette non-coopération est souvent mue, en fait, par une forme d'égoïsme qui peut se chiffrer notamment par l'appât du gain économique. Alors, donc, souvent, parce que c'est pas rentable sur le plan électoral, parce que c'est pas rentable sur le plan économique, etc., on va avoir tendance à ne pas aller dans le sens de ce qu'il faudrait faire pour vraiment mitiger les catastrophes climatiques, parce que ça ne sert pas à nos intérêts immédiats. Donc, il y a une première catastrophe au niveau des relations internationales qui est comme au niveau horizontal, et un autre axe vertical, et celui-ci serait un axe temporel. Et là, c'est les théories de justice intergénérationnelle. Notre génération manque de coopération avec les générations futures. Oui, parce que nous sommes mus par nos propres intérêts égoïstes. Il faut savoir, hein, c'est quelque chose quand même, il faut vraiment prendre le pouls de ça. Si on est vraiment sérieux, nous, notamment les Québécois-Canadiens, qui sommes les plus privilégiés de ce monde, si on prenait au sérieux l'engagement pour mitiger au maximum les catastrophes climatiques du futur, ça nous coûterait en termes de qualité de vie beaucoup plus qu'on le pense. Et serions-nous prêts à sacrifier notre confort énergétique, nos automobiles, etc., tout ce que vous savez. Bon, alors donc, notre génération est prise aussi d'une forme d'égoïsme moral au détriment donc des générations futures auxquelles s'ajoute le problème philosophique suivant, les générations futures n'existent pas encore. Et donc, quel est leur statut moral face à nous? Comme on ne peut pas avoir de contrat social avec eux, à la limite, on peut avoir une sorte de contrat social à l'échelle internationale. Tout le monde va traiter, mais avec une réserve mentale secrète que quand ça ne va pas faire mon intérêt, je vais faire défection. Mais avec les générations futures, le problème philosophique est le suivant, c'est qu'on n'est même pas prêt. En fait, l'argument pour convaincre les générations actuelles de sacrifier pour les générations futures est encore plus grand. Alors, c'est pourquoi Stephen Gardiner parlait d'une parfaite tempête morale de ce point de vue-là. Mais, donc... juste pour... C'est intéressant de penser à les générations futures comme des voies qui n'existent pas encore, en fait. Là. Puis est-ce que ces voies-là... C'est quoi leur poids, en fait, là, tu sais, à ces voies-là, ces personnes-là qui n'existent pas encore, tu sais, qui n'ont pas de voix, là. Qui n'ont pas de voix, puis est-ce qu'on se trompe de parler pour eux ou est-ce qu'on doit parler pour eux? C'est des questions... Mais en tout cas, je dirais que le consensus des philosophes, et c'est là où vous pouvez peut-être mesurer par vous-même si c'est utile ou non au débat, mais moi, je pense que c'est utile. Un gros consensus chez les philosophes qui travaillent sur l'urgence climatique, c'est de dire les générations futures comptent et on a le devoir, en tant que génération contemporaine, là, de rendre compte de leurs intérêts dans nos négociations contemporaines autour des traités climatiques, etc. Et donc, ça, puis il faut quand même de l'inventivité conceptuelle pour faire valoir pourquoi ces gens qui n'existent pas encore ont néanmoins un statut moral actuel. Et ça, c'est justement le genre de contribution philosophique. Ça demande un certain savoir-faire, ça demande quand même une certaine forme de recherche que les philosophes sont outillés à faire. Puis
je trouve que ça, c'est vraiment une contribution très, très, très bonne. C'est un peu aussi comme les philosophes qui travaillent dans le domaine de l'éthique animale font ce genre de travail-là. Puis je pense que c'est incroyablement important aussi. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça. Donc, le statut moral des personnes futures, où les philosophes vont également rendre compte, par exemple, des fois, sur le plan motivationnel, c'est plus facile peut-être de juste faire valoir les intérêts de nos enfants. Il y a même un philosophe qui parlait de comment nos motivations s'étalent à peu près à 50 ans. On est suffisamment motivé pour la génération de nos enfants et la génération de nos petits-enfants. Ouais. Mais au-delà de ça, ça vient... quelqu'un en disant dans 300 ans, ça va être comme ça, il faut faire attention. C'est trop abstrait. Exactement. Mais c'est les philosophes quand même qui ont développé, grâce aussi à la collaboration avec les scientifiques, l'idée que l'anthropocène, c'est quoi? C'est cette vision du monde qui est complètement centrée sur... c'est l'âge où l'empreinte géologique des êtres humains a été une force déterminante dans la configuration de la planète puis de notre monde naturel. C'est pas aussi le début de la nouvelle grande extinction? Parce que, mettons, Holocène, en tout cas, dans la compréhension, Anthropocène, c'est comme la grande extinction causée par l'homme, de ce que j'avais... Donc, je vais pas parler au nom des scientifiques qui ont d'abord développé cette définition-là, mais oui, c'est à peu près ça. Mais l'Anthropocène, l'ère de l'Anthropocène, qui, comme vous le décrivez, est ce moment où l'empreinte géologique des êtres humains va avoir éventuellement quand même une empreinte catastrophique, étant donné ce qu'on est en train de voir en ce moment, correspond aussi, sur le plan philosophique, avec une forme d'anthropocentrisme, où, d'un point de vue moral, tout est centré sur les intérêts des êtres humains. Et donc, les intérêts des animaux, les intérêts aussi des êtres humains futurs et de la planète future. Tout cela est évacué de notre radar. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que je pense que c'est une contribution vraiment fascinante de la part des philosophes. Un autre sujet qui est intéressant, et ça reste à débattre, je pense. Il y a des philosophes aussi qui s'intéressent beaucoup au débat actuel. OK, les générations futures comptent. Mais, alors, il y a des philosophes qui vont réfléchir sur est-ce que est-ce qu'on devrait privilégier les intérêts des plus démunis d'aujourd'hui, des plus pauvres d'aujourd'hui, et donc, jusqu'à un certain point, justifier une forme de croissance économique pour que ces pays en voie de développement puissent également, pour que ça puisse bénéficier aux plus pauvres des plus pauvres, mais sachant que ça va aussi, détériorer l'environnement des plus démunis dans le futur lointain. Alors, c'est vraiment fascinant. En fait, c'est des calculs qui ont tellement de données qui sont impossibles à calculer, finalement. Parce que je comprends l'argument de dire, ici, en Amérique du Nord, on a profité d'une phase d'industrialisation, on a pollué... à l'infini. Puis là, maintenant, on voudrait instaurer certaines règles pour limiter la progression de d'autres pays qui pourraient profiter, entre guillemets, économiquement de ces mêmes technologies-là, mais en polluant. Puis aujourd'hui, on se dit, ben là, il faut limiter. Mais... oui. Mais c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y avait le rapport Stern, qui est un rapport donc très important dans la littérature sur l'environnement. Et c'était un rapport qui avait été rédigé par un ensemble de scientifiques et puis d'économistes, etc. et qui tenait compte vraiment il y avait vraiment une véritable intégration des travaux des philosophes. Et c'est pour vous dire encore une fois à quel point les travaux des philosophes, surtout quand on fait de la philosophie politique appliquée à des problématiques contemporaines, je pense pas que c'est futile. Je pense je vais plaider pour ma paroisse. Je pense vraiment qu'on peut quand même contribuer au débat. Et donc, les intérêts des générations futures, etc., commencer à faire partie quand même des questions là, qui sont en train de la façon qu'on pose la question sur les changements climatiques. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Ensuite, ce qui est intéressant de ce que vous avez dit, c'est que, par exemple, le traité de Kyoto, encore une fois, dans la littérature sur l'environnement, le traité de Kyoto était quand même intéressant, ne serait-ce que d'un point de
de vue purement intellectuel parce qu'il y avait la liste des pays A puis la liste des pays B, puis il y avait des, un traitement différencié. Par exemple, les pays les plus industrialisés devaient respecter tel quota, puis on avait admis, notamment pour la Chine et pour l'Inde, des pays considérés en voie de développement, des quotas plus généreux pour ne pas enfreindre leurs droits au développement économique, etc., etc. En bout de ligne, qu'est-ce que ça donne comme résultat empirique? Vous avez raison de dire que c'est difficile de chiffrer. Et c'est pour ça que la contribution des philosophes n'est pas nécessairement au niveau des chiffres ou des faits. Ça va être plus au niveau de c'est quoi l'argument derrière. Est-ce que c'est... Comment on peut justifier ces actions-là? C'est ça. C'est qu'il y a plein de... Puis là, ça nous amène sur un terrain tellement... il peut y avoir des questions philosophiques sur à peu près tout, là. Ouais. Mais par exemple, la croissance économique. Est-ce qu'il y a vraiment... il y a des théories de la justice libérale, pas au sens méchant libéral, au sens vraiment noble du libéralisme. C'est toute une tradition qui a mis vraiment l'emphase sur les libertés individuelles. Toutes nos démocraties contemporaines sont issues en partie de cette tradition libérale. Mais libéralisme vient aussi avec une forme de libéralisme économique, liberté économique aussi. Ça veut pas dire que tous les libéraux sont des ultra-capitalistes. Mais c'est vrai que beaucoup de libéraux sont en faveur d'une théorie de la croissance économique. Puis l'idée, c'est que la croissance a des externalités positives. Un peu comme la théorie du ruissellement. Quand une société s'enrichit, ça bénéficie au bien-être de tout le monde, notamment aux plus désavantagés. Pour reprendre, par exemple, les thèses célèbres de John Rawls, une société qui comprend bien les principes de justice va faire en sorte qu'elle va permettre des inégalités socio-économiques grâce à la croissance économique, parce que ça va mener tout le monde vers le haut, et en particulier, ça va pouvoir mettre en place des principes de justice distributive, par exemple, des mécanismes de fiscalité, de taxation, qui va faire en sorte qu'on va tous collectivement se mettre d'accord pour financer un régime public de santé qui va bénéficier finalement et améliorer la qualité de vie du plus désavantagé de la société, qui va avoir accès à ça. Et donc, ça, c'est une théorie formidable. Alors, il y a des gens qui vont dire la croissance économique, même si ça a un coût environnemental, c'est important, etc. Mais nous sommes aussi à l'heure où... ces questions-là deviennent un peu secondaires, on dirait, avec l'urgence... l'urgence climatique. L'urgence d'agir avec le climat. On dirait que tout le reste, s'il y a un impondérable qui rentre dans l'équation de chacune de ces questions-là, il semble qu'il y en a une qui devient plus importante à mettre de l'avant. Oui, puis donc... Mais même ça, quelle question on met de l'avant, demeure une question à se poser. Demeure une question philosophique à se poser, sauf que j'imagine que il doit y avoir un certain consensus au sens où il faut prioriser certaines questions puis d'autres questions qu'on pourra se pencher une fois qu'on aura réglé un problème pressant. Mais là, il y a carrément il y a toute une génération de philosophes aussi qui commencent à être vraiment de plus en plus égalitaristes aussi. Parce que, puis bon, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est de l'utopie? Ou est-ce que ce qu'on pensait être de l'utopie... il y a 200 ans, puis qui s'avère vrai aujourd'hui, bon, etc. Mais l'idée, c'est que une jeune génération de philosophes politiques commence à remettre en cause aussi la croissance. Vous savez, les théories de décroissance, etc. On essaye de remettre à l'ordre du jour quelque chose qui va décarboniser l'économie, qui va démocratiser les sociétés et qui va, par exemple, remettre en cause vraiment le capitalisme à l'échelle mondiale. Et donc, parce que ce discours philosophique consiste à dire ça va pas. Le capitalisme contemporain, là, le capitalisme, d'un point de vue philosophique, repose sur l'exploitation des êtres humains, sur l'exploitation des ressources. Le capitalisme va de pair avec l'extraction des ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles, et ça va nous péter en pleine face. Regardez la pandémie. Moi, je travaille plutôt sur les inégalités de santé à l'échelle internationale, mais regardez comment la course prédatrice au vaccin a mis en relief les inégalités abyssales qui existaient déjà avant la pandémie. Alors, ce sont les plus riches pays
qui ont pu mettre la main sur les vaccins. On était rendu à la 4e dose, qu'il y avait des pays pauvres qui avaient même pas réussi encore à donner la première dose. Et là, dans ce contexte-là, il va y avoir des mutations qui nous reviennent, etc., etc. Tout ça parce que les droits de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques, il y a eu une coalition de à peu près une centaine de pays, soutenue par Médecins sans frontières, etc., qui avait demandé à l'Organisation mondiale du commerce, de suspendre les brevets pharmaceutiques au moment de la course au vaccin contre le SARS-CoV-2, contre la COVID-19. Et les pays les plus riches, l'Union européenne, le Canada, l'Australie, les États-Unis, on a tous dit non. Et donc, dans ce contexte-là... Et puis, en tout cas, tout ça pour dire, encore une fois, le capitalisme à l'échelle mondiale, ça va de pair avec un régime de droits de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques qui bénéficient aux plus riches d'entre nous, dont, notamment des compagnies pharmaceutiques, et les États qui les hébergent et qui en tirent profit. Enfin, tout ça pour dire que... Mais ces questions philosophiques-là, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas tout le temps jusqu'au preneur de décision. Oui. Tu sais, parce que si c'était le cas, si on vivait dans un monde dirigé par un groupe de philosophes qui s'assoient autour d'une table et qui discutent de comme la meilleure... Tu sais, ce serait quoi la meilleure direction pour la planète dans son ensemble? On prendrait pas les mêmes décisions, j'imagine. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait partie d'une figure aussi, la figure du philosophe roi qui existe depuis Platon jusqu'à... C'est ça, Platon préconisait, il n'était pas tellement en faveur de la démocratie, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, ça c'est un... Non, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a un mythe qu'il faut déboulonner, c'est que oui, dans l'Antiquité grecque, il y a les embryons de la démocratie, mais c'était pas si démocratique que ça, parce que, par exemple, à l'époque d'Aristote, l'esclavagisme était complètement justifié par Aristote lui-même. En tout cas, oui, mais tout ça... Oui. Mais donc, de se dire, si on avait un groupe de philosophes qui discutaient ensemble éthiquement pour prendre toutes les meilleures décisions possibles dans l'intérêt du plus grand nombre de personnes possible, on se dit que ça serait incroyable, mais en même temps, ça serait une dictature. T'sais. Oui, c'est ça. Non, la figure du philosophe roi ou du législateur éclairé chez Jean-Jacques Rousseau, enfin, ce sont des figures qui ont... Parce que la question a été posée, est-ce que ça serait pas bon, etc. Mais en bout de ligne, c'est peut-être une très bonne raison d'avoir... une très bonne idée d'avoir une sorte de division des pouvoirs, pas seulement législatif, exécutif et judiciaire, pour empêcher... le monopole des tyrans, mais aussi... tant et aussi longtemps qu'on laisse aux intellectuels la liberté académique, la liberté d'expression et à l'ensemble des citoyens, tant et aussi longtemps que le débat a lieu sur la place publique et tant et aussi longtemps qu'il y a quand même des passerelles entre ce que, par exemple, les chercheurs en philosophie ou dans d'autres disciplines ont à dire de pertinence sur tel débat, tant et aussi longtemps que ces choses sont mises en place, c'est peut-être une très bonne idée, en fait, que on ne soit pas au pouvoir, pour pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, pour pas qu'il y ait... vous savez, c'est peut-être une bonne chose que la réflexion se fasse de façon purement désintéressée par rapport aux avantages des règnes du pouvoir. Mais là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les conditions sont réunies? Et je vous pose la question à vous. Les médias d'information, les réseaux sociaux, le système de publication des articles scientifiques et le coût que ça représente pour les citoyens, le manque de langue commune. Tout ça, je ne sais pas, entre le langage des chercheurs et le langage des politiciens, pour convaincre les électeurs. Je ne sais pas. Est-ce que les médias répondent à l'idée du contre-pouvoir? Là, maintenant, on se tourne quasiment plus du côté de podcasteurs, quasiment, là, pour avoir quelque chose comme une alternative critique. Moi, à mon avis, le problème en ce moment, c'est que les conditions ne sont pas optimales. Tout à l'heure, on parlait de l'idée de s'élever au-dessus de l'opinion, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas
répandu. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on est à l'ère de l'opinion, là, où est-ce qu'il n'y a pas de réflexion qui se fait au-delà de l'opinion. Tu sais, on a juste à... Je vais prendre un exemple vraiment con, mais quand on entend le premier ministre qui parle du troisième lien, par exemple, à Québec, puis qui dit « Moi, je pense que c'est une bonne idée », c'est moi, je pense que c'est une bonne idée, tu sais, basé sur rien à part son opinion que c'est une bonne idée selon lui, là, tu sais. Alors qu'il y a plein de monde partout qui réfléchissent à cette idée-là, qui réfléchissent au concept, qu'il y a des études faites qui disent que non ou qui disent que oui pour x raison ou qui se proposent pas, mais le discours c'est moi je pense que c'est une bonne idée. Puis tu vas voir après ça sur justement les réseaux sociaux, il y a personne qui prend la peine d'écrire une dissertation sur le questionnement derrière le troisième lien, c'est oui ou non, tu sais. Puis c'est ça qui prône, on dirait, en ce moment. Oui, c'est le problème, justement. C'est le problème. Je ne sais pas à quoi répondre à ça. Ah, mais c'est ça le diagnostic du problème. Puis donc, la tâche, par exemple, des philosophes, ça va essayer comment dire, de approfondir et de détailler ce diagnostic-là pour essayer de réfléchir. Mais vous savez, il y a quand même, juste pour répondre à cette question-là, il y a, par exemple, en philosophie, il y a des gens qui ont réfléchi sur l'épistocratie. Alors, on parlait tout à l'heure des injustices épistémiques, mais l'épistocratie, c'est les thèses selon lesquelles les experts devraient être au pouvoir. Donc, c'est pas la démocratie, c'est pas l'aristocratie, c'est l'épistocratie. Mais ça soulève toutes sortes de problèmes aussi. On pourrait aboutir à des espèces d'états purement fonctionnaires qui, en fonction de leur expertise économique, expertise scientifique, etc., manqueraient d'une vision plus holistique et d'une conception du bien collectif ou de... Il faut quand même définir ce qu'est le bien aussi. Là, exactement, c'est ça. Pour une décision, pour prendre une direction, il faut quand même savoir si on va à gauche ou à droite. Absolument. Puis c'est là où encore, je pense que la tâche des philosophes, c'est de réfléchir sur quelle est la notion de bien commun qui pourrait nous unir. Et les philosophes ont écrit 1001 dissertations là-dessus. Le problème, c'est que, je ne sais pas, ça percole pas jusque sur la place publique. Parce que des fois, souvent aussi, c'est des idées qui émanent de la place publique que les philosophes essayent de articuler de façon plus rigoureuse. Mais il y a comme pas de... Je sais pas, c'est ça qui me cause beaucoup de problèmes en ce moment. Parce que la démocratie aussi a énormément de vertus. Là. Je veux dire, la démocratie, c'est... mais la démocratie, c'est ça aussi qui met en place, parfois, des gouvernements qui ont sabré les fondements de la démocratie. Oui. Ben oui. Comme on a vu récemment aux États-Unis, au Brésil, plein d'endroits. Mais justement, comment que... Tu sais, tantôt, on faisait un peu la liste ou les critiques du capitalisme dans lequel on vit en ce moment, tu sais. J'ai quand même l'impression que, puis tu me corrigeras si je me trompe, que c'est quand même le système dans lequel on a vécu les humains, dans lequel il y a peut-être le moins de souffrance ou d'injustice ou tout ça, tu sais. C'est vrai. Puis, même s'il y en a encore beaucoup. Non, c'est vrai. On essaie toujours de raffiner ça, puis il y a d'autres systèmes qu'on a essayés, puis que peut-être que sur papier ou en théorie ou en pensée fonctionnaient, puis que dans les faits, on s'est rendu compte que c'était impossible à appliquer parce que mettons, par exemple, une égalité totale, ça demande un contrôle total des populations. Puis justement, je me demandais, c'est quoi finalement, est-ce qu'il y a un consensus chez les scientifiques? Dont tu parlais, il y a eu une vague de jeunes philosophes plus égalitaristes, mais est-ce que dans le concret, comment qu'on atteint cette espèce de système-là qui n'aura plus de souffrance ou d'injustice? Est-ce que c'est possible? Encore une fois, je crois aux vertus de l'optimisme, tant il y a aussi longtemps qu'il ne devient pas un optimisme niais, c'est-à-dire du déni, là, qui justifierait une forme de statu quo ou d'amorphie ou d'inertie ou d'apathie, mais de l'optimisme judicieux qui nous aide quand même à penser vers demain. Et cette jeune génération, puis c'est des jeunes et des moins jeunes, mais alors eux, une des idées très en vogue,
Puis tout à l'heure, quand je disais de démocratiser, décarboniser, etc., c'était le slogan de philosophes féministes et d'économistes féministes. Mais c'est pas juste des féministes, c'est plein de philosophes qui pensent que un peu comme Thomas Piketty, vous connaissez pas le prix Nobel là encore, là, mais je veux dire le grand économiste français là. Non, ok, Thomas Piketty, c'est un grand économiste français qui a réussi à se faire inviter dans des talk-shows. Alors, il a réussi quand même un excellent travail de vulgarisation. Si jamais vous pouvez mettre la main sur Thomas Piketty sur votre podcast. S'il y a de passage à Montréal. Ce serait extraordinairement fait. Et puis, lui, ce qu'il propose, c'est un cap sur les richesses. À un moment donné, il y a un moment où il y a un seuil de richesse. On ne peut pas dépasser ce seuil de richesse. Un humain n'a rien à faire après un certain Exactement. cap. Et puis, il va y avoir des philosophes qui vont dire, écoutez, il y a plein de... il y a plein d'arguments philosophiques fondés sur le respect de la dignité, des droits humains fondamentaux, de l'égalité, etc., et de l'efficacité même, et des externalités positives d'un système plus égalitaire, peut-être pas communiste. Ça, je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est la raison pour laquelle la tradition de la démocratie libérale demeure une tradition quand même très riche. Parce que tout à l'heure, je disais bien que les libéraux, au sens noble du terme, c'est pas des anarcho-capitalistes, là, pas tous en tout cas. Il y en a de certains de ces philosophes comme Robert Nozick qui l'étaient, mais pas tous. John Rawls ne l'était pas. C'était quelqu'un qui défendait l'État-providence ou la justice, la social-démocratie. Mais ces philosophes-là, ce qu'ils vont dire, c'est que à partir de ce qu'on connaît de la démocratie libérale, ce serait des ajustements, au fond, pas si révolutionnaires que ça, que de demander, par exemple, des seuils sur la richesse, que de demander une plus grande redistribution des richesses collectives, que de demander, là où ça n'existe pas, un régime public de santé qui inclurait, par exemple, des soins dentaires, un régime public d'éducation, etc. Des mécanismes qui réduiraient les inégalités abyssales. Et il y a aussi toute une génération de laquelle je fais partie, qui travaille dans le domaine de l'éthique des relations internationales pour dire sensiblement la même chose, mais cette fois-ci entre les pays. À l'échelle internationale. À l'échelle internationale. C'est sûr que c'est différent parce que c'est pas demain la veille, un gouvernement mondial, et peut-être qu'on veut pas de gouvernement mondial. Mais il faut quand même trouver des mécanismes de coopération internationale par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux de santé, par rapport aux enjeux économiques, parce que en bout de ligne, et ça c'est un argument toujours un peu politique, qui est pas purement philosophique, mais l'idée c'est de dire, écoutez, si on change pas de route là, on s'en va droit vers le mur. Ça va nous rattraper en termes de crise sanitaire. Parce qu'encore une fois, vous savez, quelque part, la COVID-19, ça préfigure tous les zoonoses, c'est-à-dire toutes les maladies qui vont être contractées aussi à cause de cette proximité non naturelle entre les êtres humains et les animaux, parce qu'on a tellement dénaturé l'environnement naturel des animaux. Cette promiscuité, ça va nous revenir en pleine face avec des virus qui vont muter, qui vont nous décimer, etc. Le changement climatique, on le voit déjà malheureusement, des canicules meurtrières, des inondations, etc. Ça va nous péter en pleine figure. Les inégalités abyssales donne lieu, même un conservateur, vous pourriez faire valoir cet argument-là, ça donne lieu à des migrations économiques catastrophiques à l'échelle internationale, dont vous, les pays riches, ne voulez pas à vos portes, mais qu'on le veuille ou non, ça va venir à vos portes, et il y a un problème éthique de ne pas secourir des réfugiés qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée, sous vos yeux. Il y a un coût éthique grave et probablement fondamental, mais il y a aussi un coût de ressources. Combien de temps pensez-vous survivre dans ce monde devenu de plus en plus interdépendant en investissant toutes vos ressources pour la protection de vos frontières? Alors, c'est la façon de parler d'environnement avec les gens de la droite, là.
Ouais. De dire, ah ouais, ben, vous savez, quand il va y avoir des réfugiés climatiques, ça va coûter plus cher à vos libertés individuelles. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est que là, il y a tout Tu vas avoir 3 personnes qui vont être dans une tente dans ta cour arrière. Ben oui, puis c'est la manière de réfléchir aussi, de s'imaginer qu'au-delà de nos frontières, c'est pas notre problème. Je veux dire, le problème, il est global. Là. Ben oui, et le problème est global. C'est ça qu'Éric Duhem disait. C'est ça. Il l'avez-vous reçu? Non, pas reçu, non. Mais oui. Techniquement, c'est vrai que c'est ça qu'il disait. Ouais, mais ce qu'il disait, c'est... Donc, faisons rien. Donc, faisons rien, ouais, c'est ça. Mais ça aussi, là, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste, mais ça aussi, c'est une question tellement fondamentale, ce que vous avez soulevé comme question à l'échelle globale. Mm-hmm. Mais peut-être pour faire... Combien de temps qu'il nous reste? Ouais, il nous reste le temps qu'on veut. Là. Autant que tu as d'énergie, parce que... Ben, peut-être qu'on pourrait s'arrêter, je ne sais pas moi, peut-être ce dernier truc. Parfait. Ou ce dernier mais après ça, moi, j'ai une autre parenthèse que je veux... OK, que tu vas apporter. Ouais. OK, juste là-dessus, c'est qu'à l'échelle internationale, il y a un philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Peter Singer, parce que ça, parce qu'il est aussi à l'origine de tout le liberté animale. Exactement, les droits des animaux, mais il est aussi connu pour avoir soutenu toutes sortes de positions extrêmement radicales et très controversées. Mais lui aussi, c'est un philosophe, il faut quand même le reconnaître, qui a réussi à se faire inviter à des talk shows. C'est pas que c'est la gloire de se faire inviter à des talk shows, mais ce que je veux dire, puis des fois, c'est peut-être pas une bonne idée non plus, mais ce philosophe, comment dire, de toute évidence, lui, ce qui l'anime, c'est la vulgarisation. Mm-hmm. Et essayer de convaincre tout le monde que les frontières nationales ne devraient pas avoir d'importance morale face au problème de la pauvreté. Alors ça, c'est quand même... c'était un pitch, c'était un argument qui l'a rendu célèbre à travers un article. Bon. Et là, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a mille et une façons de prendre ce problème-là. D'abord, quand on dit que les frontières nationales n'ont pas de pertinence morale, ce qu'on veut dire par là, c'est que franchement, par exemple, l'espérance de vie, qui mesure les inégalités à travers les pays. Il fut à l'époque, au début des années 2000, quand il y avait le VIH-Sida en Afrique subsaharienne qui faisait rage, puis heureusement, on a réussi en 20 ans quand même à contenir un peu ça, puis c'est quand même, il faut le dire, là, des fois il y a des grands succès, des moitiés succès qu'il faut célébrer. Bon. Mais à cette époque-là, l'espérance de vie de quelqu'un dans certains des pays les plus ravagés était de 37 ans. Tandis qu'au Canada, c'était dans les 80 ans. Quel est le mérite moral individuel que nous avons, nous trois, d'être nés par hasard, par la simple loterie naturelle? Je vais présumer qu'on est tous les trois nés ici, au Canada. Puis, paf, on a droit à cette abondance de ressources hydrauliques, à cette abondance de ressources politiques, à cette espérance de vie. Et quelqu'un, par le simple fruit du hasard, est dépourvu de beaucoup de choses. Mais c'est pas juste le hasard, les frontières nationales et les inégalités, c'est aussi le fruit d'injustices historiques terribles. Et donc, non seulement ça ne devrait pas avoir de pertinence morale entre êtres humains, vous savez, si on avait une tarte, puis autour de cette table, il y avait des gens de tous les coins du monde qui étaient réunis, je suis convaincue qu'on ne se partagerait pas les pointes de tarte en fonction de notre nationalité. Alors, pourquoi on le ferait à l'échelle internationale? D'autant plus que certaines de nos frontières et de notre passé historique est absolument injuste. Et donc, on a peut-être aussi... Cette richesse-là, ça a été construite sur les inégalités. En partie. En partie, au moins. Ouais. C'est sûr. Et donc, il y a ça. Alors, c'est quelqu'un qui va dire, par exemple, que nous avons l'obligation vraiment de nous départir du maximum de nos ressources, presque tant et aussi longtemps qu'il ne nous en coûte pas autant en termes de sacrifice de nos intérêts fondamentaux. C'est que ça, c'est radical. La première version de son article, c'était vraiment, il n'y a pas de bonne raison pour que nous, en tant que citoyens québécois, canadiens, pendant la période des fêtes, qu'on ne donne pas à des organismes caritatifs de confiance autant d'argent jusqu'à ce qu'il nous en coûte autant en termes de sacrifice de nos propres besoins fondamentaux pour se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Au fond, là, en quoi est-ce que je suis justifiée? En quoi sommes-nous tous justifiés de nous acheter une extra paire de jeans
plutôt que de contribuer à la construction d'une école primaire ou d'une clinique primaire de santé qui va sauver effectivement des centaines de vies, de personnes qu'on ne va jamais côtoyer. Alors, il y a cette première interrogation qui est absolument troublante. Puis c'est vrai que jusqu'à un certain point, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Mais en même temps, il y a d'autres philosophes qui ont contesté, qui ont émis toutes sortes d'objections qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une, ça peut paraître trivial, mais c'est pas si trivial que ça. Susan Wolf qui disait, le problème avec cet argument-là, c'est que ça appelle un tel héroïsme moral que ça devient contre-productif. C'est-à-dire que chacun de nous, à titre individuel, on porte le sort du monde sur nos épaules. Mais ça devient tellement lourd, puis on sait tellement qu'on est faillible, que finalement, on va lâcher prise parce que de toute façon, je suis un loser. De toute façon, j'ai aucun impact. J'ai pas d'impact, je vais pas le faire, etc. Et puis, ça justifie presque mon indifférence. Alors ça, c'est quelque chose un backlash dont il faut faire vraiment très attention. Désolée pour les anglicismes. Et il y a un autre... Puis, excuse, juste pour faire un parenthèse là-dessus, mais j'ai l'impression que, tu sais, il faut aussi prendre en considération dans les calculs notre nature humaine aussi, là, dans le sens que est-ce que c'est réaliste de penser que tous les individus, en tant qu'individus, vont s'élever au niveau moral, éthique, au point de leur propre chef donner de leur argent sans qu'il n'y ait aucune autorité qui les contraigne vers ça? Oui. Ça paraît utopique. Là, c'est très, très intéressant. Ça fait partie absolument des objections qui ont été adressées à Peter Singer, notamment le fait que comme il s'adresse à des individus, puis c'est vraiment aux individus qui s'adressent. Il n'y a comme pas de projet politique. Parce que est-ce que c'est pas un problème d'action collective, là? Puis est-ce qu'il faudrait pas quand même mobiliser les populations pour convaincre leur gouvernement de faire quelque chose, etc. Et Peter Singer ne dit pas que c'est pas vrai, mais il dit bonne chance. Et en attendant que vous allez convaincre votre population puis le gouvernement de faire quelque chose, ça ne vous dispense pas de faire ce que je vous dis de faire. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Un autre argument qu'on pouvait sentir un petit peu dans ton objection, c'était est-ce que c'est pas contre nature de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité en faisant fi de certains attachements particuliers? Donc, par exemple, c'est normal. Est-ce que c'est pas normal quand même que j'ai l'intérêt de mon garçon plus à cœur que... Un garçon du même âge ailleurs, que tu reverras jamais. C'est terrible de dire ça, mais je veux dire, franchement... tout le monde se pose la question, puis tout le monde... c'est ça. Alors... J'allais dire que l'intérêt de payer, ça paraissait moins dur. Effectivement. Mais je veux dire... Puis pareil... Ton cercle de famille, tes amis vont avoir probablement plus d'importance en termes d'obligations morales que envers moi. Et je t'en voudrais pas. Et c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de la partialité morale. C'est à la fois un phénomène psychologique, mais aussi d'un point de vue philosophique. Alors, est-ce que c'est pas aussi justifiable? Par exemple, quand on regarde le film Titanic, je sais pas si vous avez déjà vu le film Titanic. Ça m'est arrivé. Oui, OK, c'est ça. C'est que quand le Titanic fait naufrage, il y a Leonardo DiCaprio qui est dans l'eau glacée. Il voit la tête de Lee en chaîne qui flotte sur l'eau. Il la grippe. Puis là, il y a comme 3-4 personnes. Puis là, il y a Kate Winslet. Puis là, il tasse tout le monde pour aller chercher Kate Winslet pour la mettre sur la... Puis nous, il n'y a personne qui va l'accuser d'avoir un parti pris. Au contraire, on pleure. D'être immoral, d'être... la première personne, il y avait là-dessus, puis il fait genre... C'est ça, exactement. Ensemble. Parce qu'on est de même égalité morale, c'est ça, exactement. Il part sur un speech philosophique de pourquoi il a pris la première personne sur le côté. Ça fait que, donc, ça, c'est comment dire... Alors, quand on l'élargit sur une échelle collective, on va se dire, est-ce que le fait que les Québécois décident ensemble de financer l'hôpital Sainte-Justine pour prendre soin de nos petits, est-ce qu'on est moralement coupable de faire ça et de ne pas, en même temps, on aurait pu envoyer cet argent-là, puis sérieusement, on aurait pu sauver plus d'enfants ailleurs dans le monde qu'ici. Alors, le problème de la partialité morale est, à mon avis, un problème vraiment, vraiment intéressant parce que dans le domaine de l'éthique des relations internationales, même si le point de départ, c'est de dire égalité pour tous à l'échelle internationale,
après, il faut quand même réfléchir sur, wow, qu'est-ce que ça veut dire, la partialité morale? C'est quoi le sens? Et ouais, c'est ça. Alors, encore une fois, il y a maintenant des jeunes philosophes politiques qui essaient de concilier les limites justifiables du nationalisme, les limites justifiables du parti pris envers nos compatriotes et les limites non justifiables de l'exclusion d'autrui. Alors, on a de plus en plus des philosophes politiques en relations internationales qui essaient vraiment de combiner les deux et qui essaient vraiment d'essayer de penser... ouais, mais c'est difficile. Mm-hmm. C'est difficile comme question. Je voulais qu'on termine. Moi, évidemment, je suis végane. Oui. Je voulais qu'on termine en parlant d'éthique animale. Oui. Parce que je me rappelle plus, là, je pourrais pas citer qui a dit ça, mais qui parlait d'un éthicien qui peut convenir que le véganisme, c'est la chose à faire. Peut, sans être lui-même végane, recommander le véganisme comme étant la chose à faire. Puis je lisais dans le courriel que tu nous as envoyé que toi, tu n'étais pas végane, tu n'étais pas végétarienne, mais que tu visais à le devenir éventuellement. C'est quoi la position éthique de dire je reconnais que c'est la façon de vivre éthiquement sa vie, mais je ne l'applique pas à ma vie, à moi? Oui. Non, c'est une très bonne question. Et puis, je cite pas mes collègues pour me dédouaner, mais je me suis dit, parce que évidemment, ces collègues-là qui sont effectivement de grands philosophes vegan, qui sont au cœur justement de toute la mobilisation intellectuelle. Et je dirais même qu'il y a une expertise québécoise. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais en tout cas, d'un point de vue philosophique, là, il y a vraiment une expertise philosophique québécoise qui est vraiment de réputation internationale. Et on parlait de Peter Singer, et Peter Singer, justement, ce sont des gens qui collaborent parfois ensemble, parce que Peter Singer, ce qu'il disait, lui, c'est juste pour revenir là-dessus, c'est que il disait autant OK, lui, il condamnait l'espécisme. Ouais. L'espécisme, c'est de donner un parti pris pour notre espèce humaine au détriment des autres espèces vivantes qui sont capables de ressentir du bien-être ou de la souffrance. Au même titre que le sexisme est une forme de parti pris qui est moralement injustifiable basée sur le sexe, au même titre que le racisme est une forme de discrimination moralement injustifiable basée sur la race, au même titre que le nationalisme, selon Peter Singer, est une forme de parti pris moralement arbitraire, fondé sur des frontières nationales contingentes, au même titre, l'espécisme doit être condamné parce que c'est une forme de parti pris injustifiable envers notre espèce humaine. Alors, donc, tout ça pour dire que ce que je disais à mes collègues, c'est que ça serait intéressant de me livrer en pâture ou en fait de vraiment, confesser ma faillibilité. Parce que je pense ne pas être la seule, être dans cette espèce de masse de gens qui sont très attentifs à ces discours nouveaux. Moi, c'est pas quelque chose que c'est pas des études dans lesquelles j'ai baigné toute ma vie. C'est relativement récent. C'est en côtoyant justement ces amis, ces collègues que, au fur et à mesure, ils me convainquent, quoi. Mais je sais pas si... Et puis là, au fond, c'est comme si j'essayais de convaincre des gens qui, comme moi... alors, ma prescription n'est pas nécessairement de dire à tout le monde, vous devriez être vegan. C'était plutôt... Ma position est plutôt la suivante. La déclaration des 400-500 intellectuels qui ont condamné l'exploitation animale, je l'ai signée. Au même titre que beaucoup de collègues qui ne sont pas nécessairement véganes l'ont signée. Parce qu'on sait que nous avons maintenant les moyens technologiques et les ressources pour éviter, je pense, donc cette exploitation animale industrielle. Alors, par rapport au fait de l'alimentation, je suis pas, en ce moment, c'est encore une question que je me pose, mais je confesse aussi ma naïveté. Je suis pas convaincue que nous ne sommes pas, les êtres humains, des animaux comme tant d'autres. Et comme ma position sur la prédation animale n'est pas tranchée, par exemple, tu sais peut-être qu'il y a des philosophes véganes qui pensent qu'on devrait aussi, autant que faire se peut, limiter la prédation entre les animaux. Puis il y a des philosophes véganes qui disent, ben non,
non, on va pas moraliser ou condamner ce type de comportement dans la nature. Alors, je suis pas convaincue que les êtres humains sont nés pour être omnivores, sont nés pour être herbivores, etc. Je pense que, je sais pas, je suis un peu agnostique, mais autrement dit, ma conviction n'est pas que les êtres humains ne doivent jamais ou n'auraient jamais dû consommer de la viande animale. Puis je suis même sensible à certains contextes culturels ou peut-être que... Bon. Mais je pense que nous avons toutes les ressources technologiques pour éventuellement ne plus en manger. Et dans cette veine-là, en ce moment, la seule raison qui fait en sorte que je suis végétarienne quand je suis toute seule, quand je me nourris toute seule, mais pas nécessairement végétarienne et encore moins vegan en famille, parce que nous, on a fait l'erreur de pas offrir l'option végétarienne à notre enfant ou l'option vegan quand il était petit. Et je pense que ça doit venir de lui-même. Alors, je sais très bien. Ce que je veux dire, c'est que les parents aujourd'hui, qui sont beaucoup plus avertis de cette question-là que je ne l'étais à l'époque, qui décident de nourrir leur enfant vegan, je pense qu'ils ont totalement le droit. Au même titre que, je veux dire, au même titre que je considère que c'était peut-être une erreur de notre part de ne pas avoir offert cette option. Mais comme puis on a avoir un enfant... c'est de prendre des décisions pour lui, du moins dans les premières années de sa vie. Exactement. Que ce soit d'un vegan ou omnivore. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un parent qui décide de le nourrir vegan, pourquoi pas? Oui. Dans la mesure où moi, je veux dire... Mais quelle est la différence entre ça, entre décider de nourrir ton enfant vegan au moment où est-ce qu'il naît, puis décider de le nourrir vegan des années plus tard? Quelle est la différence? Parce qu'au final, la décision est prise Il veut pas. OK, c'est l'enfant qui veut pas. Il veut pas. Okay. Il veut pas, il n'est pas absolument convaincu, peut-être parce que, encore une fois, j'ai peut-être pas les bons arguments pour le convaincre, je sais pas trop, mais il veut pas. Et donc ça, je crois quand même à son libre choix. Puis je pense aussi que quand sa nourriture, son alimentation ne dépendra plus de notre cuisine, puis qu'il pourra venir manger avec moi de façon vegan ou de façon végétarienne à sa guise, je pense que c'est une conversation plus intéressante pour moi qu'on aura à ce moment-là. Alors, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va être complètement... C'est pas à titre de philosophe que je dis ça. C'est complètement pas loin d'être irrationnel. Mais il court un risque alimentaire, un risque... Parce que je pense aussi qu'éventuellement... se nourrir à la viande va comporter des risques plus grands que de ne pas se nourrir à la viande. S'il court un risque alimentaire et qu'il court aussi un risque éthique d'avoir tort, quelque part, est-ce que c'est... je vais courir le même risque. OK, je comprends. Non, mais je sais que ça peut... C'est vraiment bizarre. Mais le cut-off line, pour moi, c'est quand il va être adulte. Il va pouvoir se nourrir par lui-même, puis moi, je vais devenir végétarienne. Mais pour vous dire la vérité, je suis en train de commencer à penser que ça commence à être... Je peux commencer à le devenir. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait que... Je sais pas si... Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ce genre d'argumentation-là? Très bancal, hein? Ouais, moi je trouve que oui. Je trouve que l'évidence est assez claire. Puis là, je te parle même pas au point de vue de la santé. Là. Je parle même que probablement que là, on pourrait même ajouter l'aspect environnemental dans ce raisonnement-là qui rend l'argument encore plus fort pour, sans dire imposer d'un choix, parce que le choix doit demeurer toujours, mais au moins fortement suggérer. Puis tu sais, on a parlé de la COVID. L'exploitation animale est au centre de ces prochaines pandémies qu'on va vivre, c'est sûr et certain. Là. Fait que pour toutes ces raisons-là, je trouve que les évidences sont assez énormes pour un peu tronquer tous les contre-arguments, là, j'ai l'impression. Ouais. Puis aussi, c'est par la simplicité puis la chance qu'on a d'avoir accès à des alternatives aussi simplement. Oui, c'est ça, exactement. Puis cette simplicité-là, si on l'utilise pas ici en Amérique du Nord, quand la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est changer d'aller à l'épicerie, je sais pas... je sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer que les autres
nations où est-ce qu'ils n'ont pas accès à ça fassent. Ouais. Là, tu sais. Mais pour toi, est-ce que le végétarisme est aussi, d'une certaine façon, incohérent par rapport au véganisme? À mon avis, oui. Oui, OK. À mon avis, c'est incohérent. Par contre, c'est déjà, c'est déjà un avancement. C'est ça. Je préfère ça Exact. beaucoup, sauf qu'effectivement, puis quelqu'un qui décide d'être végétarien et non végétalien, Doom, c'est son cas, il y a une incohérence, sauf que l'incohérence, tant que tu en es conscient de ton incohérence, puis que tu acceptes que ce soit que tu prennes cette décision-là, je trouve que moi, le j'ai choix décidé d'être t'appartient. végétarien puis de mettre cette limite-là, sachant que c'était une incohérence avec laquelle je pouvais vivre dans un sens. Tu sais, que je me dis, d'un certain côté, je fais ma part. Il y a quand même, au niveau éthique, un problème. Mais j'accepte de vivre avec ce poids-là. C'est ça. Alors, Ce moi poids-là sur mes épaules. mais c'est ça. Moi, pour le moment, ce avec quoi je vis, c'est, je ne sais pas si le concept de flexitariste vous dit quelque chose. Flexitariste, d'après ce que j'ai compris, c'est quand on est quand même dans une démarche de devenir végétarien, c'est-à-dire que autant que faire se peut, dans certaines circonstances, on sacrifie volontairement la viande. Puis dans d'autres contextes, quand on n'a pas le choix, je ne sais pas trop. Le choix. On a toujours le choix. Ouais. Mais c'est ça exactement. Ça fait que je te dirais que je me considère en ce moment dans cette démarche flexitariste dans le but explicite de ensuite transitionner vers le végétarisme à temps complet, puis ensuite, en bout de ligne, de devenir vegan. Le fait que je ne le suis pas en ce moment, je t'avoue que ça commence vraiment à me hanter quotidiennement. Je sais toujours pas quoi faire quand je regarde mon enfant manger je sais pas quoi, ça me trouble, je sais pas quoi penser de ça. Et ça, tu vois, moi, c'est l'équation. Ouais. C'est ce que j'ai pas dans mon équation. Ouais, Moi, non, c'est je veux assez simple. Ouais, c'est ça. J'ai pas cette question éthique-là à me poser, cette question morale-là de voir mon enfant manger de la viande. Je sais. Puis la question de est-ce qu'on doit... Tu sais, parce que, admettons, mettons que je fais un parallèle avec justement donner une partie de ses richesses, partager une partie de ses richesses aux plus démunis. Tu sais. Moi, mettons, à part en payant mes impôts, je le fais pas. Là. Je veux dire, je donne pas une partie de... Ouais. Je fais pas de... Mais je pourrais décider de vivre, mettons, vraiment plus minimalement, puis juste souvenir à mes besoins de primaire, tu sais, puis avoir un minimum de confort, donner tout le reste, puis ça serait moralement supérieur, tu sais. Comme ça serait moralement supérieur, probablement que je serais vegan, mais que c'est deux choses que je fais pas, sachant que je pourrais faire mieux. Ouais. À un moment donné, ça serait incroyable qu'on ait Sauf tous... que, tu sais, mettons, l'impact... Après ça, c'est un jeu de calculer la balance, tu sais, mais parce que l'impact, mettons, sur ta qualité de vie, de tout donner le supérieur que ton appart puis ta bouffe, mettons, à quelqu'un d'autre, est vraiment plus grand que prendre du lait d'avoine. Ouais, tu sais. c'est sûr. Moi, j'en reviens c'est un plus petit sacrifice. J'en reviens à ça, tu sais, quand je parle, j'en reviens à l'impact que ça a sur... Tu sais, moi, mettons, là, je le suis, ça fait 5 ans que je le suis, je le remarque plus. Ouais. Tu sais, j'y pense plus jamais. Là. Ça m'arrive jamais chez nous. J'ai tout ce qu'il faut pour cuisiner, qu'est-ce que je prends. Je passe plus jamais dans l'allée de la viande. Tu sais, j'y pense plus au quotidien. Tu n'as pas le sentiment de sacrifice. Je sacrifie rien parce que j'y pense pas. J'ai aucun sacrifice. Tandis que s'il fallait qu'à chaque mois, je vois une partie de mon chèque partir, de faire, là, tout ce qui est en surplus, je le donne, mais je ferais comme ça. Mais si on le voyait pas, tu sais, on parlait plus tôt, puis tu sais, là, on passe d'un sujet à l'autre, mais tu sais, si on le voyait pas passer... Un virement automatique. Non, mais dans le sens que, tu sais, mettons, cet argent-là, puis là, décider de le sortir, mais juste si... l'argent était mieux réparti puis que il était jamais passé dans mon compte. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Absolument. Si, par exemple, il y avait un mécanisme dans la taxe, dans notre feuille de déclaration d'impôt, il y avait une question où dit est-ce que vous acceptez de donner 10 % de votre revenu à des organismes caritatifs à partir de votre paye brute? Ouais. Pas de problème. Il y a beaucoup de monde peut-être qui le ferait, c'est ça que tu veux dire? Parce que tu ne verrais jamais passer. Ou même si c'était obligatoire, tu sais, puis qu'on avait tout un niveau de vie un petit peu... Parce que c'est dur de... Diminuer de 10%, c'est dur d'enlever quelque chose à quelqu'un, tu sais, une fois qu'il l'a, une fois que tu as atteint un certain niveau de vie, c'est dur d'enlever quelque chose à quelqu'un, puis là, mettons, justement, en Amérique du Nord, on a atteint un certain niveau de confort, puis là, convaincre tout le monde de comme partager un bout de sa tarte, c'est tough.
Mais si on l'avait jamais eu, ce bout de tarte-là, puis t'as juste toujours été mieux réparti, on n'aurait pas le sentiment de faire un sacrifice. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas si ça peut aider. Puis encore une fois, là, justement, je voulais quand même confesser, quand je parlais de faillibilisme, je suis la preuve incarnée de ce faillibilisme par rapport au véganisme. On l'est tous, mais je pense qu'il faut de la modestie intellectuelle à tous les niveaux, puis aussi reconnaître ses propres fautes ou ses propres incohérences. Mais par rapport à Peter Singer, quand j'avais lu Peter Singer par rapport à le problème de la pauvreté dans le monde, je suis allée sur son site web et I took the pledge, comme on dit en bon français. À l'époque, c'était comme ça qu'on fonctionnait. On avait un tableau de revenus, puis il suggérait un pourcentage. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte là, que ça convainquait personne. C'est que pour être conséquentialiste, pour être pragmatique, il a décidé de, bon, OK, à telle échelle salariale, tel pourcentage. Et c'était beaucoup plus facile. Et donc, je l'ai fait. Et à cette époque-là, mais j'avoue que je n'ai pas renouvelé depuis, alors je ne sais pas où est-ce que j'en suis, mais donc, alors, c'était des prélèvements mensuels pour, à un moment donné, c'était Médecins sans frontières, UNICEF, Haut Commissariat des réfugiés, Croix-Rouge, Centraide et peut-être autre chose, mais c'était quand même 5 organismes caritatifs, déduction automatique mensuelle. Puis c'est vrai qu'on ne le voit pas passer. Et puis, donc... J'y pense plus. J'y pense plus, exactement comme tu penses plus à la lait de viande. Alors ça, je peux toujours faire mieux, puis il faut que je fasse mieux. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai acquis depuis quand même pas mal longtemps. Là. Maintenant, pour ce qui est du véganisme, écoute, c'était peut-être aussi presque psychologiquement pervers de ma part d'avoir... dit ce que j'ai dit dans le courriel que je t'ai envoyé, sachant qu'il y avait... parce que peut-être que c'est... peut-être que justement, j'avais besoin d'être confrontée encore pour me dire, OK, là, il faut que j'y aille. Il n'y a plus vraiment de raison. Mais je te dirais que... Puis je voudrais quand même que ça résonne avec toutes les personnes qui sont dans cette démarche. Vraiment, quand tu as un enfant qui ne veut pas être vegan, qu'est-ce que tu fais? Je trouve ça compliqué. Parce qu'en même temps... c'est ma faute. Puis en même temps, je veux pas le forcer. C'est sa décision. Ouais. Moi, j'ai des parents dans mon entourage qui sont véganes, qui ont élevé leur enfant vegan, puis ils ne se posent pas de questions, là, pour toujours. Puis j'ai l'inverse, j'ai des parents véganes qui ont laissé le choix à leur enfant tout le temps. Puis, des parents, je veux dire, ma soeur, elle a laissé le choix à ses 4 enfants d'être végane ou non, parce qu'elle, elle l'est. Ouais. Elle est végétarienne, végane presque. Ouais. Puis les enfants ont pris des directions différentes. Il y en a qui... Mais avant d'avoir l'âge de prendre une décision, parce qu'à 2 ans, tu prends pas... À 1 an, tu prends pas grande décision, mettons. Elle faisait quoi? Elle allait au goût. Okay. L'enfant... Non, mais donc, est-ce qu'il y a des enfants qui ont décidé de ne pas être vegan? Oui. Il y a je pense que la majorité... Wow! Puis qui cuisine? Ma soeur, elle fait sa bouffe à elle. Wow. Puis elle se fait tout le temps un side végé, puis le reste, elle fait... OK. Ouais. Mais chaque fois qu'elle fait, mettons, des affaires des muffins... Ouais. C'est tout le temps des muffins vegan, parce que ça passe inaperçu. Oui, je comprends. Ils s'en rendent pas compte. Fait que chaque fois qu'ils font ces affaires de même, c'est tout le temps, végé, vegan. Puis, ouais. Mais fait que les enfants ont pris leur décision. Puis après ça, puis inversement, mes amis qui ont élevé leur enfant vegan, quand l'enfant va être en âge d'aller manger chez des amis, il va être en âge de prendre sa propre décision aussi de est-ce que tu veux manger la viande chez tes amis ou non. Oui. Fait que la décision vient de l'inverse. C'est juste que peut-être que tu l'as starté d'un côté, ou est-ce qu'il va devoir prendre la décision plus tard? Oui, exactement. Non, mais écoute, je pense que je pense que ça s'en vient bientôt. Beaucoup. Tu sais, je veux dire, maintenant, les plus jeunes, là, tu me comptais, tu étais déjà allé parler de véganisme dans une classe, me semble, tu m'avais dit, puis que c'était pas toi qui m'avais conté ça, puis que tu avais posé la question qui est végé ou vegan ici, puis c'était une bonne proportion de la classe. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun, puis de plus en plus maintenant que l'information est là, maintenant que les options sont là. Tout à fait. Ça prend de plus en plus de place. Bon, ben écoutez. Peut-être que l'enfant fera un switch. Je veux pas abuser. Est-ce que j'ai le temps d'une dernière question? 5h37, à moins que... Vas-y, ça fait plaisir. Tantôt, on parlait de... en fait, on n'a pas parlé, mais tu as mentionné l'idée de la guerre juste. Oui. Puis sans qu'on reparte trop longtemps, là, parce que je veux vraiment pas abuser, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Puis justement, tu sais, dans les contextes, tu sais, je veux dire,
présents de guerre dans le monde, en Ukraine, tout ça. Puis tu sais, moi, chaque fois que je vois ça, tu sais, mettons l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est comme si c'est une absurdité, là, tu sais, qu'un humain décide, je vais envoyer d'autres humains, tirer sur d'autres humains, puis que tout ça soit comme sous les yeux de tout le monde dans le monde, puis que c'est comme, on n'est pas trop d'accord, mais on peut pas faire grand-chose, puis que tout ça se passe, puis que pour moi, c'est comme, c'est un non-sens, là, tu sais, que, puis tu sais, il y a des crimes de guerre, là, des crimes contre l'humanité, là, tu sais, qui sont faits, puis à part faire des sanctions, c'est comme, puis justement, philosophiquement, c'est quoi notre devoir, puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait envoyer un commando, exterminer, tuer Poutine, boum, c'est fini, tu sais, ou bien, c'est comme on l'a fait pour comme on l'a fait pour Ben Laden, là, par exemple, tout à fait, puis qu'il y a personne qui se dit que c'était, probablement, peut-être des gens qui se disent que c'était immoral, mais je veux dire, ça n'a pas fait un scandale non plus. Donc je dis plein d'autres choses, là, puis là, je voulais vous laisser. Je vais juste dire, votre conversation est tellement stimulante que ça spinne dans toutes les directions. Juste revenir sur le vegan. Ah oui. Je voulais juste spécifier quand même que, c'est que je pense quand même, le Centre de recherche en éthique dont je suis co-directrice et ma collègue est vegan. Et je pense pas que c'est la trahir. Là, parce que, en fait, notre politique alimentaire publique, c'est qu'à chaque fois qu'on finance des repas, donc à nos invités, etc., ou au nom de notre centre, c'est absolument vegan. Alors ça, c'est quelque chose que je soutiens et qui va exactement dans le sens de la démarche que c'est ça, que j'aimerais tout simplement que ça aille plus vite dans ma vie, là, puis que je comprends que c'est bizarre que ça ne soit pas encore déjà arrivé. C'était quoi l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça? C'était... ah oui, mais tu sais, par rapport au véganisme... sachant que, par exemple, il y a des médicaments qui ont été faits à cause du sacrifice des animaux dans l'expérimentation. Comment, en tant que vegan, on... Ben, je pense qu'on revient à la question de est-ce que ça peut être évité. Puis si la réponse est ça peut pas être évité pour la survie de notre espèce. Puis je veux dire, dans la notion du spécisme, c'est vrai que de ne pas mettre aucune espèce au-dessus des autres, c'est capital dans la réflexion. Je crois quand même que l'objectif de toutes les espèces, c'est la survie de son espèce. Ouais. Puis je pense que dans cette optique-là, si ça peut pas être évité, puis que c'est pour la survie de l'espèce, ce serait l'argument que j'aurais à répondre. Tu sais. Okay. Puis les choses qui ont été faites sur les animaux, qui maintenant peuvent être faites plus sur les animaux, mais là, il faut arrêter absolument ces tests-là. On peut être heureux d'avoir eu les aboutissements que ces études-là ont créés. On est grateful. C'est quoi grateful? Reconnaissant. On est reconnaissant envers le sacrifice des animaux, sauf que maintenant, si on peut l'éviter, on l'évite. Tout à fait, oui. Alors, s'il y a des choses qu'on peut pas éviter puis qui sont nécessaires à la survie de notre espèce, c'est ce que je répondrais. Ouais. Bonne réponse. Une fois que les pilules existent, je veux dire, c'est un besoin prendre. Oui, exact, c'est ça. Parce que je voulais juste dire que c'est quand même un débat qui fait, qui est quand même très, très, très si ça peut être évité, il faut l'éviter à tout prix. Tu sais. Absolument. Puis, si c'est parce que c'est une question mercantile que ça va plus vite, c'est plus facile sur des animaux, il faut le tester. Arrêtons ça. Mais la question, c'est plus à l'inverse. Quand jusqu'à présent, ça ne peut pas être évité, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la position philosophique par rapport à ça? Alors là, moi, je dis qu'on priorise la survie de notre espèce. Ben, il y a une forme de spécisme. Ouais. Puis que tu es capable d'assumer. Oui, parce que j'imagine qu'essentiellement, toutes les espèces sont programmées pour la survie de leur espèce. C'est juste que nous, on est capable de la réfléchir, puis possiblement qu'on la surréfléchit. Peut-être. Intéressant. Pour revenir à ta question, donc la théorie de la guerre juste, j'en ai peut-être maintenant perdu des bouts avec la digression, mais la théorie de la guerre juste, dans le domaine de l'éthique des relations internationales, c'est très intéressant parce que ça a presque comme comment dire, il y a eu la question de la faim,
avec Peter Singer. Il y a eu la question de la paix perpétuelle avec Emmanuel Kant. Tout ça, ce sont des idées dans l'histoire des idées qui ont été mobilisées. Il y a eu la question des réalistes, c'est-à-dire est-ce que pour comprendre le comportement des États sur la scène internationale, on devrait les concevoir simplement comme des agents qui poursuivent leurs propres intérêts. Donc ça, c'est une posture philosophique jusqu'à un certain point. Puis il y a eu la théorie de la guerre juste à peu près dans les années 70. Un philosophe qui s'appelle Michael Walzer qui a décidé de réhabiliter à travers un ouvrage incroyable. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui adorent l'histoire, notamment l'histoire des conflits armés, c'est un livre à lire parce que c'est très bien écrit en plus. Et donc, Just and Unjust Wars. Et là, il va réhabiliter une tradition qui est quand même assez vieille, qui remonte presque au Moyen Âge avec Thomas d'Aquin, Augustin. Pourquoi? Parce que c'était des penseurs du judéo-christianisme qui devaient penser la chose suivante. On anticipe l'invasion des barbares qui s'en viennent, ou les guerres justes, les croisades. Alors, au nom de la sauvegarde du christianisme, comment peut-on violer un des principes fondamentaux du christianisme, qui est le caractère sacré de la vie des innocents? Donc, ils ont mobilisé l'idée de cause juste pour justifier le recours aux armes. Et ensuite, donc, un autre saut dans l'histoire, on a des juristes, Grotius, Pufendorf, Vattel, Victoria, au 16e, 17e siècle, qui vont, mais là, on est dans un autre contexte où c'est l'expansion commerciale, c'est la traite des esclaves, c'est le colonialisme, c'est la navigation sur les eaux internationales, etc. Et là, on est en train de réfléchir sur la codification du droit à la guerre. C'est pas nécessairement parce qu'on est des apologues de la guerre, mais parce qu'on pense que la guerre est inévitable et au moins on va essayer de réglementer dans le droit international moderne qui naît autour du 16e, 17e siècle, ce qu'on a le droit de faire en temps de guerre ou pas, ou dans quel contexte on peut faire une déclaration de guerre, etc. Et donc, ça a été la tradition de la guerre juste, qui est tombée un peu en désuétude. Il y a eu plutôt, donc, au 19e siècle, des gens comme Clausewitz. Puis là, on était vraiment dans des postures réalistes où la guerre est, est le dernier recours quand tous les autres moyens ont échoué. Et donc, la guerre fait partie de la vie politique entre les États. Puis là vient la guerre du Vietnam aux États-Unis, puis on est dans une époque hippie, puis on commence à remettre des choses en cause. Mais justement, la philosophie politique appliquée commence à avoir son essor. Et donc, Michael Walzer s'intéresse à la théorie de la guerre juste, puis il se demande, est-ce que l'intervention américaine au Vietnam est juste ou pas juste? Et pour lui, elle n'est pas juste. Et donc, il s'intéresse à cette tradition, puis il va l'appliquer. C'est une tradition qui connaît présentement beaucoup de succès dans le domaine de l'éthique des relations internationales, mais qui connaît aussi des critiques. Mais juste pour rendre une version charitable de la tradition de la guerre juste, là, peu importe les critiques qui sont aussi très légitimes, alors il y a des gens qui vont, par exemple, dire, puis Michael Walzer en était quelqu'un qui disait, dans l'histoire de tous les conflits en relations internationales, il y a toujours eu un bord qui a eu raison plus que l'autre. Donc pour lui, l'idée de cause juste tient la route. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre compte sur un tribunal public de la raison internationale, donc par exemple l'équivalent du Conseil de sécurité, le motif de notre cause juste et de faire ce plaidoyer, un peu comme, je ne sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque où Colin Powell, avec ses PowerPoint, était allé au Conseil de sécurité pour dire que il y avait des armes de destruction massive en Irak et allons-y, on y va au nom de la légitime défense, etc. Enfin bref, c'était beaucoup de rhétorique peut-être, mais l'idée c'est que il y a comme une sorte de statu quo à l'échelle internationale qu'il faut avoir une cause juste qu'on peut défendre au sein de la communauté onusienne pour aller en guerre ou pas. Alors, la Russie, je ne voulais pas rentrer nécessairement dans des exemples concrets, mais juste comme ça, la Russie prétend que, je ne sais pas moi, que l'OTAN a toujours brisé ses promesses de ne pas faire d'expansion, alors que tous les signes indiquent depuis la fin de la guerre froide que l'OTAN prend de l'expansion au bord de la Russie, puis là, la Russie invoque donc une certaine vision de la Grande Russie, etc., puis s'en va envahir Ukraine pour ces raisons-là. Donc, essaie d'invoquer une cause juste, qui convainc ou pas, peu importe.
il faut quand même faire la démonstration de ça. Mm-hmm. L'Ukraine, évidemment, va donc invoquer le droit à sa souveraineté politique, à son intégrité territoriale, etc. Et en plus, l'Ukraine a, jusqu'à un certain point, à son avantage, l'idée que le Conseil de sécurité puis la Charte onusienne permet le recours aux armes seulement en légitime défense quand on a subi une attaque, ce qui était clairement le cas. Donc, pour ce qui est du plaidoyer de l'Ukraine, il n'y a pas vraiment de controverse, à part ceux et celles qui vont dire que la Russie est dans son droit. Tout ça pour dire que, donc, on comprend comment les outils théoriques de la théorie de la guerre juste se mettent en place. Et c'est très intéressant aussi de constater que la théorie de la guerre juste, c'est pas juste le droit à la guerre, c'est aussi ce qu'on a le droit de Comment faire. faire la guerre. Exactement. Ce qu'on appelle le jus in bello, qui était vraiment, par exemple, au cœur des conventions de Genève. Peu importe de quel... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la fondation de la Croix-Rouge. C'était la bataille de Solferino, c'était... le nom m'échappe, mais c'était cet homme d'affaires qui passe par là. Et c'est des guerres napoléoniennes, etc. Il y a un champ de massacre. C'est un massacre sur le champ de bataille. Et puis, peu importe les soldats de quel pays ils étaient ressortissants, Henri Dunant, donc le nom me revient, est allé voir un village italien. Toutes les femmes l'avaient suivi. Puis le mot d'ordre, c'était on ramasse tous les soldats tombés sur le champ de bataille, peu importe de quelle armée ils relèvent, puis on va essayer de le soigner. Parce que à l'époque, c'était dans le champ de bataille, c'était pas juste les morts, mais c'était tout le monde qui avait une jambe amputée, etc., qui gisait par là. Je veux dire, c'était vraiment pas tellement plus développé que ça. Alors, ils ont commencé, la Croix-Rouge internationale est née de ça, la Convention de Genève, c'est l'idée que un soldat, quand il est en posture, quand il n'est pas en posture de combattant, il recouvre tous ses droits. Puis c'est pour ça que, par exemple, la prison de Guantanamo, elle viole toutes les conventions de Genève, parce que, etc. Puis la prohibition de la torture, etc. Ça fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en temps de guerre. Maintenant, on n'a plus le droit de brûler au napalm des villages de Vietnamiens sous prétexte qu'il y a des Vietcong qui sont cachés par là. C'est ça les principes. C'est que c'est vraiment très intéressant. Le terrorisme est le plus souvent condamné parce que c'est une violation fondamentale, premièrement, du droit d'avoir une déclaration et, deuxièmement, l'immunité des non-combattants. C'est que l'attaque surprise, s'en prendre à des innocents, il n'y a rien de plus vil que ça par rapport à cette théorie. Puis là, par rapport à... Prenons des cas, Syrie, Ukraine... Là, la transposition de la théorie de la guerre juste sur des tierces parties. Est-ce que la théorie de la guerre juste peut justifier l'intervention militaire pour cause humanitaire? Alors, Kofi Annan, au lendemain du génocide de Rwanda, avait demandé à la communauté onusienne d'y réfléchir. Et puis, il avait mandaté, en fait, des gens comme Michael Niassef, en fait, des Canadiens aussi. Il y avait pas mal de Canadiens, Garrett Evans, à siéger sur une commission pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on pense de l'intervention internationale pour cause humanitaire et la souveraineté des États. Et ça a donné lieu à The Responsibility to Protect, qui est un document célèbre, la responsabilité de protéger, qui consiste essentiellement à ouvrir la porte à la possibilité d'intervenir militairement au nom de causes humanitaires. Mais là, on en est là. C'est sûr que l'inertie et l'inaction pendant le génocide du Rwanda a levé le cœur de tout le monde. Puis on sait, le général Roméo Dallaire, mais le problème aussi, c'est que quand les Américains sont rentrés en Irak, c'était aussi au nom d'un nouvel ordre mondial, au nom de la démocratie libérale. C'est qu'on va donner un coup de pouce militarisé à tous les États qui ne sont pas encore démocratiques. Mais là, évidemment, on a peur que ça glisse vers des formes d'impérialisme, en plus militarisé. Est-ce qu'on doit intervenir au nom des femmes, au nom des droits des femmes dans... Comme en Iran, par exemple? Parler d'Iran tantôt. En Afghanistan, en tout cas, à un moment donné, il y avait eu ce débat-là, puis on avait dit, ouais, il faut y aller pour le droit des femmes contre les talibans. Puis évidemment qu'il faut se soucier du droit des femmes. Mais l'ennui, c'est que quand
ils ont été très vite à sortir. Ouais. Mais là, tout à coup, qu'en est-il des droits des femmes? Mhm. C'est qu'on a peur d'un discours de 2 poids, 2 mesures, on a peur de tout ça. C'est que ça reste encore évidemment, des questions extrêmement compliquées. Puis aussi le risque, évidemment, que ça allume une poudrière. Puis là, c'est plus une question philosophique, mais c'est une question quand même pragmatique Ouais. à laquelle il faut penser. Évaluer les risques d'intervenir. Oui, c'est ça exactement. Merci énormément. Hey, de nous merci voir. C'était pour fascinant. une grande conversation. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné autant de temps. Merci à tous les deux, c'était super. Yeah.